Bonjour et bienvenue dans la suite des Making of de France 5, épisodes 5 et 6. Certains d'entre vous attendent ça depuis longtemps, en particulier les membres de l'équipe, évidemment, je pense à vous, mais aussi tous les fans qui nous ont suivis dans cette aventure. Bon, je vais refaire un petit peu le point, parce que ça date. Donc, alors, en 2012, France 5 sortait au Max Linder. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à monter des making-of en épisodes qui ont été diffusés sur No Life. Il y a eu 11 épisodes comme ça qui ont été montés et diffusés sur la chaîne avant la sortie de l'épisode 6, un an plus tard au Max Linder. Donc ces 11 premiers épisodes, ils ont été compilés en un making-of qui fait environ 1 heure et qui est disponible sur le DVD, que beaucoup d'entre vous ont déjà pu voir. Et une fois que le DVD est sorti, comme le making-of n'était pas terminé en réalité, il restait encore une grande partie de l'histoire à monter, j'ai continué à monter les making-of et ils ont été diffusés comme ça toutes les 2 semaines sur No Life et également sur Noco. Et après ces 33 épisodes, j'ai fait une pause et finalement je me suis jamais remis à la suite des making-of. Pourtant, il reste de quoi faire encore quelques épisodes. Et depuis, en convention, sur les différents événements auxquels je participe, les gens souvent me demandent alors quand est-ce qu'on aura la fin des making-of de France 5. Donc voilà, enfin, je suis en train de monter là les épisodes finaux. Donc c'était pas forcément évident parce qu'il a fallu un peu se replonger à l'intérieur de ce projet, se remettre tout ça en tête, en mémoire. J'ai d'abord commencé par visionner tous les épisodes qui étaient déjà montés, histoire de vraiment de me remettre dans l'ambiance. Ensuite, j'ai commencé à rouvrir les projets, à rassembler les éléments, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'ils sont parfois un peu éparpillés. Il a fallu remettre à jour les anciens projets, aller chercher des données. Heureusement, c'était pas trop mal rangé. Mais il y a des trucs qui manquaient. J'ai dû ressortir mon carton ADV, j'ai dû fouiller, j'ai dû regarder, j'ai dû visionner. Et il y a même une cassette, c'était du NTSC. Alors ça, je vous dis pas la galère à capturer. Et il y a un truc que je viens de réaliser, les cassettes des interviews, en fait, ça a été filmé en HD. Pourtant, à l'époque, c'était monté en SD. En 2012, No Life, c'est comme ça qu'on faisait. Allô? On va tout recapturer. Allô Cyril, est-ce que tu pourrais me prêter ton magnéto DV s'il te plaît? Ok. Surtout, faut bien brancher avant d'allumer, sinon le Firewire, il va griller. Allez. Alors, je vais pas tout remasteriser. No way. Mais au moins, à partir de maintenant, on passe en HD. Enhance. Bon, on y va. C'est la suite et fin des making-of, 7 ans après. On a découvert le cockpit au dernier moment. Et on n'a pas pu s'empêcher d'avoir des grands yeux d'enfant parce que c'était une réplique du cockpit de Goldorak. La référence au cockpit de Goldorak, c'est pas quelque chose qu'on se serait permis sur les épisodes précédents parce qu'on avait toujours voulu être parfaitement fidèle au Sentai. Mais là, sur l'épisode 6, on avait vraiment envie de se faire plaisir. Pourquoi il n'y aurait pas un transfert? Ça, ce serait mortel. À la Goldorak. Ils partent dans l'endroit. Pourquoi les France 5 font-ils 2 demi-tours? C'est sûr que si on met le transfert avec les 2 demi-tours, ça va être l'hystérie. Oui. Voilà, on avait une chance de rendre hommage à Gonagai et on l'a capté justement avec cette scène mythique où dans chaque épisode, Actarus passe du mode vaisseau au mode robot. On s'est dit mais est-ce que c'est possible? Et j'ai dit oui et finalement on a fait le cockpit de Goldorak. Donc Olivier a créé les différentes parties du cockpit dans son atelier et il les a ensuite amenées à GameProd où le cockpit a été monté sur place. Ensuite, ils se sont occupés avec Aurore et François de la peinture, de l'enduit, de toutes les finitions. Ok. Olivier nous avait engagés, François et moi, pour bosser à la création du cockpit et il a mon éternelle reconnaissance parce que maintenant je maîtrise la néoprène à fond. Et le cockpit a été placé sous bâche pour qu'il puisse résister aux nuits d'hiver parisiennes. Mais il y a eu un moment donné, il y a eu un petit accident, il y a eu des fuites dans la bâche. Il pleuvait, donc le plastique qui recouvrait le siège du cockpit a commencé à se déchirer. Et heureusement, il y avait des gens qui bossaient à GameProd et qui se sont occupés de sauver le cockpit. Donc merci Cyril, Benoît, Nico. Ah nous, dès qu'il faut gaffer, on gaffe. Ah ouais, on gaffe à fond quoi. Merci les amis. Voici un rail qui n'est pas de la coque. Pour ce tournage, j'avais envie pour la première fois d'utiliser des rails de travelling pour mettre vraiment en valeur la beauté du cockpit et le volume du cockpit. Je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir tourner autour. Donc du coup, je suis allé à TSF, une société qui s'occupe de louer du matériel pour le cinéma. J'ai réservé des rails de travelling en arc de cercle, ainsi que le plateau sur lequel on pose la caméra. Et quand on est arrivé le jour du tournage, on a voulu monter la machinerie. Donc on a un certain nombre de métrages de rails, le plateau de travelling, les roulettes du plateau,
Et justement, il n'y a pas les fixations des roues sur le plateau. Ça fait que tout ce matériel-là, il a servi à rien. On l'a ramené ici, on l'a déchargé. On a vu qu'on ne pouvait pas le monter et là on l'a redescendu, on le recharge et ça va repartir. Alors là, j'étais vraiment déçu et j'ai décidé d'annuler le tournage. J'ai commencé par appeler Tienan qui m'a dit qu'il pensait que ce serait quand même pas mal de tourner quand même si on n'avait pas les rails. Vas-y, redis ce que tu m'as dit, ça me fait plaisir. Et oui, Tienan, si hier tu m'avais pas convaincu, aujourd'hui on serait en train de faire autre chose au lieu de tourner France 5. On a décidé de maintenir le tournage, de tourner une partie de la scène en caméra fixe et la semaine d'après de revenir et de tourner les plans manquants avec le travelling. Merci de nous avoir convaincus parce qu'en fait c'était une bonne idée. On a bien fait de venir. C'était pas plus mal de séparer le tournage en 2 jours distincts. Ça a permis vraiment de pouvoir faire les choses plus en détail. Ouais, je me souviens de la scène des cockpits. Les cockpits étaient très réussis. Je crois qu'on l'a tourné assez vite finalement. Je pense qu'il y avait beaucoup de nostalgie parce que c'était la dernière scène en costume. Il y avait cet aspect un peu triste. C'est la dernière fois qu'on met les mains dans le cambouis, en fait. Donc ouais, c'était un petit peu triste, mais en même temps, on était content de le faire. Et puis surtout, c'était un tournage qui était intéressant parce que c'était le dernier, mais en même temps, c'était celui où tout le monde avait plein d'expérience. Donc je trouve que ça allait vachement. C'était beaucoup plus facile qu'avant. Bien sûr, on accélérera, donc tu vas tout doux et ce sera accéléré. Tac! Blue vient de porter sa première attaque et les ordinateurs n'arrivent pas à appréhender sa vitesse. Boum! Ok, quand tu te redresses, faut que ce soit pas relax quoi. Oui. Action! On a tourné le siège plusieurs fois donc pour faire tous les effets de rotation automatique. T'es content? Ouais, je suis content. Normalement, l'effet va être bien Goldo quoi. Voilà. Goldo. Action! Un peu plus fort. Action! Ok. Voilà, de quoi il s'inspire pour faire le... Ouais. Ok, maintenant t'enlèves ton bras sans bouger le truc. Voilà. Action! On n'a qu'un cockpit pour faire les 5, d'accord? Donc chacun son tour monte dans le cockpit, mais comme l'angle est différent selon chacun des France 5, on a mis des marques au sol pour retrouver précisément l'angle de chacun des France 5 pour avoir voilà, quelque chose de logique qu'on va faire. Hein. Merci. Tu es facile à enlever. Voilà, il y a un truc qu'on voulait dire à Alex, il ne le sait pas, c'est ce que nous on subit quand on est derrière le casque. Quand on respire, il y a de la buée, ça fait ça. Merde, je vais abîmer la caméra. Pareil que le fond de teint picote leur nez. C'est un handicap. Action. Alors ça y est, c'est la fin? Ouais. Plutôt héroïque. Hein. Voilà. Tu sais bien que les gens ne sont des héros que quand ils ne peuvent pas faire autrement. Tu m'as regardé, il y a un problème de regard. C'est quand même pas mal vu d'ici, non? Pour le plaisir, on faisait souvent des versions alternatives de certaines scènes clés. Et donc on avait fait plein de scènes débiles comme ça. Je me souviens plus de ce qu'on avait fait. On en a fait beaucoup. Hein. Oui. On a fait le coup des zombies. Voilà, je me souviens que Seb avait du mal à rester sérieux pendant le tournage. Alors, c'est la fin. Ouais. Plutôt héroïque. Hein. Alors, tu sais bien que les hommes ne sont des héros que quand ils ne peuvent pas faire autrement. J'aurais tellement voulu lui dire. Je suis sûr que toi, tu la reverras. Après tout... L'espoir fait vivre. Non, je pensais plutôt à quand on commence quelque chose, il faut aller jusqu'au En fait, je cherche un truc à faire, je sais pas. Il y a des casques France 5, des power-ups France 5, des costumes France 5, des accessoires France 5. Alors là, c'est typique d'une fin de tournage, donc il reste plus grand monde, mais il faut tout ranger. Là, ça nous a pris à peu près 1 heure pour tout ranger, tout remettre en état là où on a tourné. Et puis ce qui est amusant, c'est que mercredi, eh ben, il faudra revenir à nouveau et tout remettre en place pour le plateau, tout ramener, tout refaire, et puis tout ranger encore. Qu'est-ce qu'on rigole? Voilà, des casques fond vert, c'est rempli. Et celle d'Alex, c'est encore pire. Alors, on a réussi à louer un travelling chez TSF
complet cette fois-ci. Contrairement à dimanche où il manquait une partie, cette fois-ci on a tout ce qu'il faut et voilà, on est mercredi soir, il est 8h30, tout le monde est venu pour tourner la fin du cockpit. Voilà. J'avais attendu longtemps pour le faire, ce tournage, mais alors quel plaisir de pouvoir faire des mouvements comme ça, aussi fluides autour du magnifique cockpit. C'était vraiment impressionnant, voilà, le rail arrondi, voilà. Techniquement ça m'avait bien plu. Ça. Alors c'est pas forcément évident puisque c'est un vrai métier de pousser le plateau de travelling, c'est des machinaux qui font ça au cinéma, et on a mis beaucoup de temps à trouver le bon rythme, le bon démarrage, sans à-coups. C'est Greg qui s'en occupait, qui me poussait à chaque fois, à chaque plan, et on devait faire beaucoup de prises pour obtenir le mouvement parfait. Il a essayé de s'y prendre de différentes manières, en avant, en arrière, en poussant avec les talons, jusqu'à ce qu'on trouve vraiment la bonne méthode qui nous convienne. Et le résultat a vraiment correspondé à ce que je voulais, a vraiment rempli toutes mes espérances. C'était vraiment génial. C'est la scène finale avec les Français qui se battent contre Blue Manchu à bord de leur robot. Action. On est presque effrayant. Quelle puissance! C'en est presque effrayant. Tu découvres la puissance de ton robot. Action. Attends. Les gants pour pas se blesser les doigts, sinon on se blesse les doigts. Parce que ça c'est du cuir. Bah pink alors. Moi? よしくん。ピンクです。ピンクの子がいないときは私が中入ってます。あんまりもういい年なんでしたくないんですけど。頑張ります。Bah écoute, ça fait bizarre d'enlever ce costume pour la dernière fois. Après, voilà, les costumes, ils partaient au placard et on les ressortirait peut-être éventuellement pour la projection, mais c'est tout. C'était vraiment la dernière fois, le dernier tournage avec les France 5. On a bientôt fini, il ne reste plus que 2 tournages après celui-là. Et c'est des tournages surtout avec des accessoires, le combat entre le robot igloo, les maquettes, tout ça, voilà quoi. Alors pendant ce temps-là, moi j'avançais sur le montage et j'envoyais les images petit à petit au compositeur. Pour l'épisode 5, c'était plus Yannick Rowe qui avait fait une merveilleuse bande-son pour les épisodes 3 et 4, mais là il était pas dispo, il était sur d'autres projets, donc il a fallu trouver quelqu'un d'autre. Et c'était pas évident de trouver quelqu'un qui corresponde au style de France 5, au style très japonais. Et on a rencontré Alexis, qui s'est révélé vraiment l'homme de la situation, puisque c'est quelqu'un qui apprécie énormément les musiques de dessins animés japonais et qui l'apprécie pour les mêmes raisons que nous en fait. Évidemment, moi j'ai grandi avec tout ce qui est variété française. La vie continue. Moi je suis un grand fan, si tu veux, de toutes les musiques qui sont vraiment très authentiques, avec de la candeur, et tu vois. J'aime bien quand autour des diabolos montent. Quand les gens n'ont pas peur de montrer vraiment ce qu'ils veulent, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous manque un petit peu aujourd'hui, tu vois. Tout est très très produit, on calcule le moindre truc. Et c'est vrai qu'à l'époque, tu pouvais sortir un disque comme ça, donc t'as les inconnus qui sortaient des trucs complètement délirants. Assieds-toi sur mes Ray-Ban, je te dirai rien. J'ai découvert la musique japonaise à travers la Japanime, en même temps que j'ai découvert l'univers du dessin animé quand j'étais ado. Voilà, donc avec les musiques de Nadia, Kimagure, voilà, donc tous ces trucs-là qui finalement faisaient un pont. Ça a pris un petit peu le relais à une époque où on ne trouvait pas cette candeur-là, tu vois, dans la musique qui passait en radio, la musique française ou tu vois, anglo-saxonne. Et c'est vrai que les Japonais ont gardé ça, quoi. Et donc ça, c'est complètement magique parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut et jouer sur l'émotion à fond et c'est pas grave parce qu'on aime ça, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Il est très sensible aux sonorités, à la manière dont les Japonais approchent leur musique de dessin animé. Et voilà, quand j'ai reçu les premiers morceaux, je me suis dit que c'était gagné. Par exemple, dans des harmonies qui seraient jugées assez volontiers un peu bateau, tu vois, de ne pas avoir peur de reprendre des codes qui ont été usés jusqu'à la semelle, tu vois, mais parce qu'on les aime, tu vois, parce qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter de les faire, parce que ça correspond à une époque et qu'on n'aurait pas le droit de soit les refaire pour le plaisir ou de les réutiliser, d'essayer de les réinventer, etc. Et ce sont vraiment, si tu veux, des thèmes, des harmonies qui sont simples, tu vois, qui sont archi connus, mais on a plaisir à y aller, quoi. C'était très authentique en fait et ça a apporté une dimension dramatique aux scènes qui correspondait vraiment à ce qu'on essayait d'obtenir sur cet épisode final.
La problématique, c'est qu'il faut qu'on essaye de décaler un petit peu le démarrage de la musique. Donc pour ce faire, nous allons créer une mesure de silence sur laquelle il ne se passera rien du tout. Voilà, on va essayer ça. Impeccable. Bon, c'est pas mal le démarrage là, comme ça. Bah ouais. Alex me filait des musiques témoins sur chaque scène, qui à chaque fois, lesquelles avaient un univers, quoi. Donc parfois il me filait du Morricone, parfois des trucs avec des voix, parfois des trucs avec des trompettes, parfois des musiques de Gunbuster et tout ça. Mon premier réflexe a été de coller un maximum à l'esprit de chaque musique, parce qu'elle me plaisait et puis parce que c'était aussi une façon pour moi une source d'inspiration, quoi, une façon de démarrer. Ça, je fais partie des France Five. Non. Et t'es quelle couleur? Bon, un petit machin comme ça. Carrément. On réessaye avec l'image pour voir si ça... Mais le tournage n'était toujours pas terminé, hein. Il restait comme d'habitude le tournage du Robot Géant, qui est toujours le dernier tournage qu'on fait sur France 5. Donc on préparait ça et on a reçu une petite surprise du Japon. Effectivement, nos amis japonais qui avaient fait le fanzine avaient absolument envie de participer d'une manière ou d'une autre à l'épisode final et ils nous ont dit on vous propose de vous faire la tête du robot. On ne peut pas faire le robot en entier, mais au moins la tête, on vous la fait. Un troisième carton. Et c'est ce qui s'est passé. On a reçu un gros colis en carton et à l'intérieur, la tête du France Robot qu'ils avaient eux-mêmes designé et qu'ils avaient réalisé. Il y a des bonus génial pour repeindre. Il y a de la peinture, il y a une cassette. Et ils ont vraiment pensé à tout puisqu'on a trouvé à l'intérieur du colis une cassette DV qui contenait les images de la fabrication de la tête du robot. Ok, un troisième carton. Oh. Vas-y, sors-le. Vous voyez mes yeux ou pas? Non. Moi, je vous vois comme en plein jour, c'est mortel. Il y a de la peinture, il y a une cassette. C'est le making-of. Ouais. Et voilà, on est en 2020, pendant le confinement, et 14 ans après avoir reçu ces images, à l'occasion du montage du making-of, je vais enfin pouvoir voir ce qu'il y a sur cette cassette. C'est l'acrylique. うん、綺麗に繋がってますよね、本当に。すごいよね。LED ですか？ああ、本当に。普通の電池なんで切れちゃったらもう買っていただければ、全然問題ないので。はい。もうほとんど形はできてます。重要なところはできてますんで、あとはこの細部の仕上げをして、塗装にいけるかなという。C'est assez impressionnant de voir ces images ressurgies du passé. La personne qu'on voit en train de travailler sur la tête du robot s'appelle Shigeyoshi Ohta. Donc il fait partie de l'équipe de japonais fans de France 5 qui ont fait le fanzine dont on a déjà parlé. バッチリいきますから安心してください。国際的に通用する言葉かどうかわかりませんが、ビルダーという仕事をしてましてですね、プラモデルとかガレージキットを組み立てる仕事なんですよ。アマチュアの人に頼まれていくらでやってください。綺麗に仕上げるってやつなんですよね。Il nous avait montré la tête du France Robot en version un petit peu mousquetaire, stylisé mousquetaire avec une espèce de moustache, un menton bien proéminent avec un nez pointu un peu de manière un peu acérée à la D'Artagnan. Et c'est vrai que c'était ultra stylé, tout à fait dans le style France 5. Oh, 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 できてますね。はい、これは、溶剤です、筆洗いですね。この辺が、もうできているところ。最終状態。ここはちょっと若干筆目が出てますね。
し心配だったら、ほらテレビが入ってるような大きい段ボール箱をどっかからもらってきて、でこれ二重にしちゃえばいいかもしれないですね。そうですね。その中にスポット入れて周りに新聞とか詰めて。C'était un beau cadeau, voilà, c'est un beau cadeau qu'ils nous ont fait, on était vraiment, vraiment ravis en fait, c'était génial. Il est beau ce robot, le beau robot. Ah, c'est vrai qu'on voit bien. Et t'es en noir en plus, hein. T'as vu, on voit super bien. Eh bien, merci beaucoup. C'est génial. Arigato. En fait, quand on a reçu la tête du robot, c'était encore le printemps 2006. Et finalement, on a tourné le combat du France Robot seulement plus d'1 an plus tard. On a eu des longs mois d'attente, peut-être parce qu'on était un petit peu ambitieux. En fait, on a été assez ambitieux sur l'épisode 5, qui est devenu 5 et 6, de manière générale, parce qu'on savait que c'était l'épisode qui resterait le dernier. Bah justement, j'avais parlé du robot. Quand est-ce qu'on le tourne, ce robot? Ah Alex, question avant. Quand est-ce qu'on me tourne? Moi, j'aimerais bien me couper les cheveux. Est-ce que tu auras pu finir le robot, Olivier? Non? Non. Robot 1, robot 2, assez mastoc, donc plutôt carré. Coque. Costume de David Guélou, qui ne l'a toujours pas fait. Je vais pas l'appeler, je vais lui envoyer un texto et lui dire écoute, si jamais tu ne te dépêches pas de te dessiner, tu seras entièrement électrique, avec un visage projeté sur ta tête. Voilà, on avait oublié peut-être que faire un robot, c'est compliqué, ça demande beaucoup de travail et ça prenait beaucoup de retard. Et à côté de ça, pour Alex et moi, il y avait une espèce de grosse deadline qui approchait. On était en train de lancer une chaîne de télé appelée No Life. Et on aurait vraiment voulu en fait terminer le robot, terminer tous les tournages exactement avant de lancer No Life. Mais voilà, on n'a pas pu. Alors, pour le budget, j'ai une mauvaise nouvelle. On doit renouveler le site là. Et donc, c'est... Je crois que là, on a changé de contrat, j'ai pas le montant exact, mais ça devrait être dans les 200 € quelque chose. Par contre, après là, on n'a plus de sous. Alors, je vous fais un petit peu le récap. Nous en étions à 5 571,80 € d'investissement pour 5 341,33 € de dépensés. Traduction, il nous reste 230 € ou quelques centimes. D'habitude, voilà, on arrivait à prendre un petit peu de temps pour France 5, un jour par-ci, un jour par-là, des soirées. Avec No Life, on s'en sortait plus. On a réalisé que le seul temps qu'on avait, c'était les vacances d'été avec les rediffusions. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on a fait appel à M. Natsusaka, notre grand ami qui a fait les maquettes, notamment du QG des Lexos, la maquette formidable que vous voyez dans l'épisode, et on l'a appelé un peu au secours. Et il nous a dit, écoutez, moi je suis sculpteur à la base, mais je pense que je peux faire un robot en carton. Donc il s'est transformé un petit peu en maître d'œuvre. Et puis on a appelé tout le monde qui était motivé pour venir travailler le carton, la mousse, suivant les plans établis, et puis essayer de faire tout le travail de fond, en fait. On s'est installé sur le plateau de l'émission 101%, un plateau que voilà, les fans de No Life connaissent bien, et c'est là qu'on a construit le robot. Bah voilà, on est vraiment à la bourre, donc on s'est mis à beaucoup pour essayer d'avancer le plus vite possible, et essayer de finir le tournage du robot pour le mois d'août. Alors ça, c'est quoi comme pièce? Un avant-moi. On s'était retrouvés à beaucoup en train de découper, de coller. Enfin, je sais qu'on a fait un gros atelier bricolage pour avancer sur le corps du robot et sur sa tête. J'ai la largeur du torse. C'est un robot? Du coupe autocollant métallique. Monsieur Natsusaka m'a demandé de faire en 30, mais je peux faire en plus, donc je fais en plus. Alors, d'après ce qu'on m'a dit, ça serait l'épée du robot. Donc, c'est une pièce somme toute assez mastoc. Ouais, c'est bon, parfait. Mon rêve se réalise. Je suis un robot géant. Ah, trembler. Comment dirais-je, mon background, c'est le naked, c'est-à-dire le robot classique, le super robot, Goldorak,
Mazinger Z, Great Mazinger, Guetta Robot, enfin les vrais robots, ceux qui ont une source d'énergie et une force de frappe illimitée. Voilà. Il reste encore le haut et la tête, mais c'est pas mal pour l'instant les jambes du robot. Chaque pièce comporte à l'intérieur un tuyau en caoutchouc et on fait passer un fil à la hauteur de la taille, ce qui fait que chaque pièce reste mobile, bien qu'elle soit fixée sur un même. Pendant ce temps, il fallait aussi également s'occuper de la forme de Glue Manchu. Ça, c'était quelque chose de très compliqué puisqu'on ne voulait pas se rater. Il fallait que Glue Manchu, dans sa version géante, soit pas ridicule. Ça, c'était la chose qui m'a fait le plus paniquer en fait, parce que j'ai vraiment fait toute seule. On est parti sur une idée graphique que je pense qui marche bien au final, mais qui était assez périlleuse, assez dangereuse. On a fabriqué une combinaison verte pour Glue Manchu. Et par-dessus, on a collé des éléments qui rappellent son costume, donc des épaulettes de pierre. J'ai taillé son costume un peu dans la mousse, et donc là, j'appliquais des bandes de tissu imprégnées de latex que je peignais. Et vraiment, c'est la chose dont j'étais le moins sûre du rendu final. Il y a un truc qui m'écrase le visage, il y a une partie verte pour pouvoir faire des incrustations, il y a des parties noires, il y a des parties plus ou moins en relief. Je ne sais pas ce que ça va donner, il faut vraiment voir, j'attends, je n'ai pas été privilégié. Donc voilà. Voilà, donc au bout de quelques semaines de travail supplémentaire, on est enfin arrivé au bout du chantier et il ne nous restait plus qu'à tourner les dernières scènes de France 5. Le France Robot, c'est Warduke. Ça vous embouche un coin. Comment dirais-je, initialement, il y a une sorte de ceinture, donc qui, comme vous le voyez, se fixe sur ma taille et qui, à la manière des porte-jartelles, fixe l'armure des jambes. Donc avec l'apport des bretelles, l'appui étant sur les épaules, on peut vraiment monter l'ensemble des jambes le plus haut possible. Voilà. Et donc arrive fin août et on y va, on attaque les derniers tournages. D'abord, on s'est attaqué au combat dans l'espace entre le robot géant et Glue Manchu. Donc on avait quand même la chance d'être sur le plateau de No Life avec un fond noir, avec quand même de la place. Évidemment, j'avais préparé un storyboard assez précis et on a fait plan par plan ce dont on avait besoin pour figurer ces machines dans l'espace. Je m'inquiétais beaucoup pour la manière dont la pesanteur fonctionnerait sur eux, parce que c'est toujours difficile quand on filme quelqu'un comme ça sur le sol, debout, de donner l'impression qu'il flotte dans l'espace. Ok, très bien. Idéalement, il aurait fallu les câbler en fait pour les faire flotter dans l'air et les incruster ensuite avec des étoiles. Mais évidemment, on n'avait pas du tout ces moyens-là. Donc on a fait comme on a pu avec les moyens du bord. On les a filmés un peu dans tous les angles. Paf! Ok. Le plateau est quand même assez réduit, hein, donc on a juste un seul angle. Il faut bien placer la caméra, bien placer les comédiens pour avoir le plan qu'on veut, c'est assez précis. Pour la lumière, comme on est dans l'espace, donc on fait une grosse lumière bien forte qui simule la lumière du soleil et le reste du robot est censé être bien dans l'ombre. C'est comme ça qu'on a le rendu le plus réaliste possible pour filmer comme ça des objets dans l'espace. On avait Monsieur Natsusaka qui avait aidé pour le robot, là, qui était là pour aider, pour superviser, pour l'assemblage, pour vérifier que tout se passait bien. On avait Jean-Marc qui a incarné le robot, c'est lui qui a porté le costume et qui a vraiment sublimé ce combat, si je puis me permettre, parce que les robots géants, il connaît bien. Il sait quel mouvement on doit mettre en tant que robot. On n'est pas un humain, on est un robot, et c'est très différent. Et en face de l'autre côté, Glue Manchu lui-même, donc transfiguré avec les effets spéciaux. Et donc, vous le savez peut-être si vous les connaissez, mais Jean-Marc et Glue Manchu dans la vie sont de grands amis et ils ont adoré se foutre sur la gueule. Bam! On faisait les gosses qui se battent, mais en plus il y a un résultat derrière. C'était la grande consécration de David qui n'avait jamais fait un combat de sa vie et qui était aux anges d'enfin pouvoir se battre dans France 5. Puis moi j'aime bien les épées, j'aime bien frapper les gens avec des épées.
C'est comme ça. Donc là, j'avais au moins en face de moi quelqu'un qui apprécie, dans la personne de Jean-Marc Imbert, qui est passé du côté Lexos, il est devenu le robot bienfaisant. Donc conclusion, je pouvais en donner un cœur joie pour pouvoir lui mettre une 30. Coupé. Ouais, il est très gentil. Vas-y, Valent. Tu t'occupes du robot, mais je Ah. Robot être content. Voilà. Libre. Mais alors voilà, si on avait tourné la partie dans l'espace, c'est-à-dire sur le fond noir du plateau de No Life, il fallait quand même tourner des parties sur Terre avant que les deux adversaires prennent leur envol. Et 2 jours plus tard, le 31 août exactement, on a tourné la dernière scène de France 5. Eh ben, je regarde du Gao Geiger, et puis je me passe du Bioman et je me sens inspiré, robotiquement inspiré. Alors je marche. On prépare le silence des agneaux numéro 4. C'est le tournage, a priori, le dernier tournage de France 5. Voilà, émotion. Profite du dernier moment où il y a de l'oxygène et voilà, il n'y en a plus. Voilà. Ah, ah, ah. On est retourné à Gif-sur-Yvette, donc une ville où on a tourné beaucoup de scènes de France 5. Puisqu'on avait déjà tourné le combat du France Robot de l'épisode 3, et on a aussi tourné toutes les scènes de flashback quand Sophie se fait enlever, c'était tourné là. L'Empire du Mal a une source. Alors pourquoi est-ce que pour tourner une scène en ville, on va à la campagne? Parce que tourner en ville avec ces costumes-là, on l'avait fait par le passé, le Trocadéro et tout ça, mais c'est quand même compliqué. Là, on maîtrisait le cadre, on avait une lumière naturelle, donc très important pour la scène, c'était le principal, même si derrière, on savait qu'on allait devoir effacer un petit peu les fonds pour remplacer par de la ville. En fait, il vaut mieux tourner à la campagne, en lumière naturelle, et incruster la ville derrière, plutôt que de faire l'inverse, c'est-à-dire filmer la ville de Paris et essayer d'incruster dessus des robots qu'on aurait filmés en studio. Voilà. Et c'est pendant ces tournages-là qu'on s'est aperçu qu'il y avait un petit problème. C'est la tête du France Robot qui avait été faite au Japon. Malheureusement, elle a été faite complètement séparément du reste de la production. Et une fois qu'elle était posée sur le robot, elle était vraiment trop grande. Ça donnait vraiment l'impression que le France Robot, c'était un SD. C'était quelque chose d'assez problématique qu'on a dû régler plus tard en post-production. J'étais un petit peu inquiet. Je me disais, bon, on tourne. Mais j'avoue que j'étais pas super en confiance. Ça s'est bien passé, on a eu un meilleur temps que prévu. Et le robot est magnifique, Lu Manchu est superbe aussi. Voilà, c'est bizarre. C'est presque aller trop vite, quoi, en fait. C'est presque aller trop vite. Bah ouais. On va recommencer avec toi dans le robot. Tu vas voir. Voilà, donc le tournage terminé. Eh ben, il restait plus qu'à monter. Mais on était le 31 août. Une semaine plus tard, c'était la rentrée de No Life. Donc j'ai mis tous les rushs de France 5 au chaud dans un placard. Je me suis dit, bon, je m'occupe d'abord de bien faire la rentrée de No Life parce qu'elle est très attendue. Et puis pendant l'année, petit à petit, je vais pouvoir avancer sur France 5 en parallèle. Et peut-être qu'à Noël ou au pire, l'été prochain, j'aurai enfin terminé l'épisode 5 et on pourra faire une belle projection. Évidemment, j'étais un peu optimiste. Ça a été beaucoup plus long. Et là, on va rentrer dans une période, une très longue attente qui a été compliquée, très compliquée à vivre pour moi. Tu vas bien? Soya, c'est l'américaine. La liberté. Ensuite, il s'est passé plusieurs années, faut être réaliste. Voilà, donc avec No Life, on avait réussi, en utilisant nos vacances d'été, à terminer les tournages avec ces histoires de robots. Il restait maintenant le montage, les effets spéciaux et les musiques. Je savais que ça prendrait du temps. Après, bon, je pensais pas que ça prendrait autant de temps, pour être honnête.
Quelques mois après la première rentrée de No Life, j'ai commencé à m'attaquer au montage de France 5. Et là, je me suis aperçu qu'il y a un des disques durs sur lesquels j'avais tous mes médias qui était mort. Donc évidemment, heureusement, les images n'étaient pas perdues puisque j'avais toujours les cassettes originales sur lesquelles on avait enregistré les tournages, mais il fallait toutes les recapturer sur disque dur et tout relinker les médias. Ensuite, l'été d'après, j'ai voulu m'y remettre et là, je me suis aperçu que le temps passant, le projet n'était plus complètement en moi en fait. Il fallait se replonger dedans. Avec No Life qui me prenait tout mon temps et tout mon temps de cerveau aussi, je m'aperçois que France 5, je ne sais plus trop où j'en suis. Il faut que je regarde les scènes et que je regarde les rushs. Donc à chaque fois que je me remets dans le projet, il faut du temps pour tout remettre en place, à la fois techniquement, mais aussi dans mon esprit pour pouvoir être opérationnel. Et du coup, je ne suis pas du tout efficace en fait à travailler comme ça en pointillé dans les moments où No Life est en pause. Mais bon gré mal gré, je continue à avancer sur le montage. Mais petit à petit, il y a quelque chose d'un peu plus insidieux qui se met en place, c'est que j'ai l'impression de ne pas en voir le bout, c'est-à-dire qu'il se passe 1 an, 2 ans, et le montage n'a pas beaucoup avancé en réalité. Et là, ça me donne un peu une sensation de montagne impossible à gravir, de travail infini en fait. Je me dis, mais je ne vais jamais y arriver. Un peu plus tard arrive une deuxième sensation désagréable qui me fait encore plus peur. C'est que j'ai l'impression que les images commencent à vieillir. Je voyais un peu l'évolution de la technologie et les vidéastes commençaient tous à s'équiper avec le fameux appareil Canon 5D qui permet d'avoir des superbes images filmées en numérique mais avec des belles optiques en fait. Et ça donnait un résultat mais tellement plus beau, tellement plus dramatique, qui racontait tellement beaucoup plus de choses que l'image DV en fait. L'image DV avec laquelle on filme France 5, elle est hyper plate, elle est hyper flat en fait. Les couleurs sont un peu fades, il y a énormément de profondeur de champ, donc le sujet se détache pas trop du fond. Bref, ça fait vraiment image de reportage en fait. C'est des caméras de reportage à la base. Et c'est vrai que c'était, à l'époque où on a commencé France 5, le DV c'était vraiment, pour les vidéastes amateurs, c'était le top. Ça permettait de faire plein de choses super. Et au moment où on commençait No Life, c'était déjà dépassé, quoi. Tout le monde passait au 5D. Donc je voyais mes images qui vieillissaient petit à petit. Il faut du temps pour qu'une vieille technologie commence à reprendre un peu de valeur, une valeur nostalgique, une valeur esthétique. Là, c'était juste trop vieux pour que ce soit bien, mais pas assez vieux pour que ce soit cool. Donc ça devenait le pire truc, quoi, en fait. C'était dépassé. Et donc je me disais, mais c'est terrible, quand on va sortir le film, il sera complètement dépassé. On s'est donné énormément de mal, et puis là, on va à la catastrophe. Arrive ensuite un autre effet supplémentaire, c'est tout simplement que, au fur et à mesure des années, moi, mon niveau augmentait, mon niveau professionnel en tant que personne qui travaille dans l'image, évidemment, je prenais du niveau. Et plus ça avançait, plus je voyais mes défauts de mon moi d'autrefois. Et donc, une partie de mon travail, ça devenait de corriger mes défauts de l'époque. Et quand j'abordais les scènes, je les abordais plus avec plaisir. C'était, mais bon, comment je vais pouvoir sauver cette scène de la catastrophe? Comment je vais pouvoir essayer d'en tirer quelque chose d'intéressant? Et j'ai été tout le temps dans ce mode-là, en fait. J'ai essayé de sauver les meubles. Et plus ça avançait, plus je m'enfonçais dans ces sables mouvants, et plus je me disais, mais c'est terrible, ça va être nul à chier. On va pas réussir à en faire quelque chose. Je vais décevoir tout le monde, toute l'équipe va être déçue, tous les fans vont être déçus. Ça va être horrible, vraiment. Plus on avançait dans les années, plus cette sensation me rongeait et m'envahissait. Et j'étais terriblement seul face à ça. En fait, je me suis dit, Alex ne voudra jamais le sortir parce que ça n'aura pas le niveau qu'il voudrait. Parce que je voyais Alex qui progressait avec No Life, enfin voilà, c'était devenu super pro. Et je voyais les conditions de tournage d'il y a 7 ans. Je me suis dit, il va jamais accepter que ça sorte comme ça. Il y aurait un énorme boulot qu'il n'aura certainement pas le temps de faire. Donc j'avoue que j'étais assez sceptique sur la sortie. J'avais du mal à pouvoir expliquer dans quelle détresse j'étais en fait. Et ça, tout ça se rajoutait, se mélangeait avec le No Life qui était une aventure absolument passionnante, mais qui était aussi une succession d'embûches et d'épreuves à traverser, quoi. Donc tout ça mélangé faisait que je pense que j'étais plus en état de monter France 5. Et petit à petit, j'ai commencé à repousser, et les années passées, 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années, 6 années. Qu'est-ce qui devient de l'épisode final de France 5 ? Est-ce qu'on le verra un jour ?
Je me suis vraiment dit qu'on n'en verrait pas la couleur. J'ai pensé qu'on ne verrait jamais la fin de France 5. Voilà. Je m'étais dit, on le verra pas. C'est une arlésienne. Ça va être comme un nouveau Duke Nukem, tu vois. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il sera fini un jour, on sera vieux et on se souviendra plus. Après la création de No Life, je me suis dit, là, je pense que Alex va être un peu trop occupé. Je me dis, bon, bah, c'est bon. S'il y a No Life, je vois pas comment on peut terminer France 5. Je me suis dit, comment, si un jour j'ai des enfants, eux verraient en tout cas France 5. Donc ça devenait l'espèce de running gag. C'est vrai qu'on était un peu là, oui, l'année prochaine, oui, l'année d'après, oui. Le temps glisse, on se rend pas compte, mais le temps glisse vite, très vite. J'ai jamais vraiment perdu espoir, de temps en temps on s'en parlait un petit peu de France 5. J'étais sûr qu'il le finirait, après le problème c'était de savoir quand. Maintenant on se disait s'il faut il va finir dans 15 ans quoi. On en parlait quand on se croisait, bon, t'as des nouvelles de France 5, non. J'ai jamais douté que France 5 sortirait un jour, ça me paraissait évident que tout ce travail-là ne resterait pas dans les cartons. Un projet qui tienne autant à cœur à autant de gens et sur lequel on a passé autant de temps, on va le finir nécessairement. Je n'ai jamais douté à aucun moment. On le devait à d'autres, mais on se le devait à nous-mêmes aussi. Je savais que ça allait voir le jour à un moment ou à un autre, mais il fallait laisser le temps au projet de mûrir, parce qu'il était hors de question pour Alex, tel que je le connaissais, de bâcler le travail et de finalement faire un truc, le finir pour le finir. L'espoir ne m'a jamais quitté. Je me suis dit qu'il sortirait un jour peut-être. On a poussé Alex très souvent, trop souvent. Non, j'ai toujours cru qu'un jour il sortirait. Il y avait trop de boulot engagé pour que ça se fasse pas, honnêtement. Il y a eu des moments où on voyait les années et les mois passer et on avait conscience que plus le temps passait, plus ce serait difficile de se remettre dans ces derniers épisodes. Puis au bout d'un moment, on se pose plus la question, on se dit voilà, ça sortira quand ça sortira. Et un jour, je crois que c'était au Kawaii Café, je prenais un verre avec Patrick Giordano, qui joue le rôle de Zakaral, et il me dit t'inquiète Alex, bon, on a bien compris, tu finiras jamais France 5, mais c'est pas grave, on t'aime quand même, allez, à la tienne. Je fais, oh putain, mais c'est qu'il a raison là, je suis parti pour ne jamais le terminer. Et quelques mois plus tard, je crois que ça s'est enchaîné juste après, j'étais en tournage au Japon et j'ai fait une bouffe avec nos amis japonais, fans de Sentai. Il y a un des fans qui lui a dit, mais tu sais Alex, si tu ne mets pas une deadline, tu le feras jamais. ここまでいいものができたらそしたらここまでいいものを作ろうと思うじゃないですか。でここまでいいものができたらあとちょっといいものを作りたい。でここまでできちゃったらもうちょっとここまで行きたいって言ってたらどんどん手塚治虫じゃないですか。作れなくなってきちゃう。だから締め切りはここで作るって決めるとできる。でみんなが見たいのはフランス5なんですよ。Et du coup, il a décidé avec les fans japonais que ce serait le 5 mai 2012, parce que ça faisait le 5 mai. Pour l'épisode 5, c'était bien. Puis on peut dire même 2012, c'est 2 plus 1, ça fait 5 aussi. Et à partir de là, on s'est dit voilà, on a une deadline, on est obligé de la tenir, et ça a permis de remettre France 5 en haut de la pile des priorités. Et ça, c'était nécessaire pour terminer. Au fur et à mesure que j'avançais sur le montage, avec cette deadline, en me disant, bon voilà, il me reste 10 mois, il me reste 8 mois, il me reste 7 mois pour terminer, je me disais, mais on n'y arrivera jamais. Il y a trop de trucages à faire, il y a trop de plans, il y a trop d'effets spéciaux. La deuxième partie du film, c'était quasiment uniquement des plans truqués. Je me disais, mais c'est trop massif, on ne pourra pas y arriver. Et je voyais sur ma timeline que l'épisode était extrêmement long, mais vraiment. Ça faisait plus d'1 heure, peut-être même 1h30 à ce moment-là. Je me suis dit, mais peut-être que finalement, on a fait 2 épisodes en réalité. J'ai regardé la timeline et j'ai coupé en plein milieu et c'était exactement, je crois, la scène de combat entre Margarine qui se transformait en Wargarine, le robot de combat, contre Succular. Et ça coupait là. J'ai regardé ce que ça donnait, je me dis ouais, c'est pas génial, on n'a pas vraiment de fin à l'épisode 5 et pas vraiment de début à l'épisode suivant. Je trouvais que ça fonctionnait pas.
Et je réfléchis quand même, ça me turlupine cette histoire. Je réfléchis, et tout d'un coup, je me dis voilà, j'ai trouvé. Je me mets devant mon ordinateur, et là, je commence à bouger les scènes et à faire un montage qui n'est plus du tout linéaire. Et donc, voilà ce qui se passe. Au moment où les France 5 sauvent le professeur s'enfuit avec Margarine. Et là, au lieu de mettre la scène de combat entre le robot Wargarine et Succular, en fait, on fait une ellipse. On entend une explosion. On ne sait pas trop ce qui se passe. Toujours est-il que le professeur arrive à sa base et à partir de là, hop, il lance les power-up pour que les France 5, qui étaient en très mauvaise posture, puissent à nouveau reprendre le combat. Et l'épisode, bam, se termine là. Et ensuite, on commence l'épisode 6 d'une manière un peu particulière, puisqu'on revient tout au début du 5 avec le début de l'invasion Lexos, et puis une espèce de flashback qui rappelle un peu les enjeux de la série. Et après, enfin, on a le fameux combat avec Wargarine et Succular qui va, quelque sorte, ouvrir l'épisode. Et là, je me dis, mais ouais, ça marche carrément même. On termine l'épisode 5 avec nos France 5 qui mettent leurs armures de combat prêts à en découdre, donc on se dit, mais ça va faire des étincelles, c'est hyper satisfaisant, ça termine en beauté. Et en même temps, il y a le côté intriguant, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé avec le professeur, avec Margarine, avec Succular? Il s'est passé quelque chose, c'est clair, mais quoi? Et on a la réponse évidemment dans l'épisode 6. Je me dis, mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il nous a dit, non mais je vais le couper en deux, voilà. Mais c'est une bonne surprise. Il y aura l'épisode 5 qui fera 35 minutes et l'épisode 6 qui fera 40 minutes. C'était plus ou moins inattendu, donc ça relance le fandom d'une manière générale qui, au premier abord, peut être frustré, mais qui, en y réfléchissant, se dit c'est pas fini, quoi. Il y a encore quelque chose derrière. Ça m'a évidemment surpris, mais pas tant que ça, puisque la décision était tout à fait cohérente. Oui, il coupe un moment d'un climax absolument hallucinant et ça marche super bien. C'était cohérent, intéressant, ça n'avait pas été pensé au départ. Et effectivement, l'épisode avait vraiment besoin d'être coupé en deux. Ça permet de garder un certain rythme, de garder un certain intérêt et puis de repousser la surprise de la fin encore un peu plus loin. C'est pas désagréable, faisons mariner le public. Sans s'en rendre compte, on a fait 2 épisodes d'un coup. Voilà, c'est vrai que du coup, ce projet reprend vie après 7 ans d'endormissement quasiment. Et c'est bien, ça nous donne une nouvelle jeunesse. On recommence, ça y est, c'est reparti pour de bon, on a une date de sortie et tout ça, machin, donc il faut redoubler. Oh, génial. Ce qu'on va principalement refaire, c'est les bruits de combat en fait. Souvent, dans les combats, comme tu es en chorégraphie avec Joub, tu parles, tu fais et 1, et 2, et 3. Parce que tu sais, c'est ce que tu dis pour te souvenir de la chorégraphie, donc ça on va couper. Il faudra faire à la place et tiens, prends ça. Tu vois, des trucs plus guerriers. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dur de se remettre dedans, hein. Par contre là, peut-être des cris, tu vas être tiens, voilà, un truc comme ça. Juste à la fin, un petit rire très léger, genre. Tu vois, parce que tu arrives juste devant, sous son nez. Voilà. Pour vous, père. J'étais trop contente quand on a rappelé pour le doublage parce que justement ça disait que ça avançait, on voyait le bout du tunnel. Ouah, c'est dément ce truc! Blue, la première, c'est un peu trop long. C'est vrai que là pour l'instant tu t'en rends pas compte, mais il y a Yellow qui parle après toi. Ah oui, et puis donc faut que ça aille un peu plus vite pour lui laisser la place de répondre. Je me souviens pas de toutes les scènes, il y a même une grande partie des scènes que je ne connaissais pas. Parce que c'est beaucoup de scènes en costume, donc que je découvre. C'est là aussi, on a été pas mal aidé par Pink, par Nolwenn, qui est aussi comédienne, une vraie comédienne en l'occurrence, dont c'est le métier. Elle nous a assez dirigés, Alex nous a dirigés. Il est hyper content de ce qu'il dit. T'as l'impression qu'il les mâche ces trucs. Ça va commencer? Ok. Je t'ai eu. Meurs. Je pense que ce serait pas mal de bien élargir. Parce que sur tout le reste, il est vachement tenu dans un truc, voilà, vachement crispé. Et là, ce serait pas mal de... il lâche tout, vu qu'il va... Voilà. Parce que quand on est à l'intérieur, on n'ose pas le faire, mais... plus. Voilà, là c'est pas Voilà, mais un peu plus sur la durée. Attention, on va y aller. Comment peux-tu encore te battre? Donc
Ok, alors j'aime bien la fin, par contre les réacs on va peut-être la faire. C'est allé la fin Ouais, la fin c'était bien. Donc j'avais préparé une installation le plus pratique possible pour les comédiens. En fait, ils avaient l'image sous les yeux et j'avais écrit leur ligne de texte carrément à l'image. Un petit peu comme une bande rythmo, mais bon, sans la rythmo. Et ça leur permettait comme ça de tout de suite voir leur scène dans le montage et savoir qu'est-ce qu'ils devaient dire à quel moment. Se redoubler soi-même des vieilles images qui datent de plus de 5 ans, c'est bizarre. D'abord, je sais pas si les gens dont c'est le métier le font, quoi. Force, vitesse, résistance. En théorie, nous sommes plus forts. Mais comment en être sûr? Allez! Impossible les pas. Beaujolais! Allô les enfants, est-ce que tout va bien? Les Lexos intensifient leurs attaques aériennes. Nous ne sommes pas de taille. Je me vois ma gueule il y a 5 ans et je fais ouais, ok. Et puis finalement, on est beaucoup le juge de soi-même. Alors on regarde les images et on fait est-ce que j'ai bien fait ça et tout. Et en plus, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'on n'a pas joué la comédie pendant 5 ans. Et du coup, il faut se remettre à jouer dans la comédie. Antoine! Non! C'est moi qui aurais dû rester! Antoine! Aramis! Fais-le sans l'image, parce que du coup, l'image, ça te force à te presser et donc t'accélères ton débit. Dis-le comme ça, sans regarder l'image. J'arrive! Tu te relèves en respirant fort. Père! J'ai échoué! Et voilà, t'as terminé français. Merci beaucoup d'être venu. Super. Donc voilà, c'était un peu l'épisode des dernières fois. C'était la dernière fois qu'on faisait un doublage pour enregistrer les voix. C'est aussi la dernière fois qu'on appelait Fethi pour faire les voix off. Donc Fethi Mayoufi, qui est un comédien qui est très connu dans la voix off. Il fait beaucoup de voix pour les publicités, pour des bandes annonces notamment, pour des documentaires. Adieu France 5, le jour de gloire est arrivé. Et il est la voix emblématique de France 5 depuis l'épisode 1. Donc là, il nous a fait à nouveau l'amitié de revenir pour faire toutes les voix dont on avait besoin pour les épisodes 5 et 6. Mais je rêvais de ce jour, hein, je peux te le dire. Et tu sais, là, tu m'appelais pas et j'ai failli t'envoyer un petit message genre « Mais on le fait là un jour ?» Mais vraiment, hein, en plus. Hein. Et j'attendais ça même depuis des années. Je sais pas pourquoi, je saurais pas te dire pourquoi ça me tient tant à cœur France 5. Je sais pas, parce que j'adore ce projet et tout. Les France 5 sont en déroute. Silver est à terre, et la tour Eiffel détruite, défaite, déboulonnée, réduite à un tas de métal tordu et grotesque. Courage, France 5, la Terre a besoin de vous. Non, l'histoire n'est pas finie. Courage, espoir, deux mots qui auront inspiré et guidé les France 5 pendant toutes ces années de bataille. Super. Je peux juste réécouter, s'il te plaît, ça et ça? Et en réalité, le tournage n'était pas tout à fait terminé. Il restait quelque chose à faire. Alors aujourd'hui, semblerait-il, nous allons faire des incrustations de mon visage sur le visage d'un Glue Manchu géant. En fait, vous avez vu que sur le costume de Glue Manchu, sur le visage, il y a juste un drap noir. Et il était prévu d'incruster par-dessus le vrai visage de Glue Manchu. Mais pour pouvoir le faire, il faut évidemment passer par la case tournage. Et donc le refaire venir en plateau, le remaquiller et le filmer sur fond noir. Pareil, c'est surfait le son. On tourne la fin de France 5. Ok, à tout à l'heure. Donc c'était un tournage très cool et en plus, voilà, je savais que c'était vraiment le le dernier tournage que je faisais pour France 5 et ça lui donnait vraiment une saveur particulière. Votre nouveau jouet ne vous sauvera pas. Puissance et mienne. Donc voilà, pour France 5, pour l'art, nous souffrons. J'avais perdu énormément de poids, j'ai repris 19 kilos exprès pour le rôle. Je me suis rasé, j'ai l'air ridicule pour le rôle et je saigne parce que je suis idiot. La deadline approchait de plus en plus et même si l'épisode avait été séparé en deux et qu'on n'avait que, entre guillemets, la moitié à faire, il y avait quand même beaucoup de travail, notamment au niveau des effets spéciaux. Ça commençait par une scène d'invasion de la Terre, donc là, pour le coup, il fallait vraiment créer quelque chose de spectaculaire. Nous, on est plutôt parti vers le côté très Sentai, un peu série B, mais on voulait quand même, quelque part, qu'il y ait du charme et une certaine réalité, que ça fasse pas non plus trop carton-pâte, donc il fallait trouver le bon équilibre.
Il n'y avait pas assez de chasseurs en général, ou le mouvement était trop basique, on va dire. Donc j'ai refait ça en 3D et je me suis arrangé pour qu'on ne voit pas de différence entre les chasseurs maquettes et les chasseurs 3D. J'ai même réussi à filmer de véritables avions de guerre français qui passaient au-dessus de Paris le 14 juillet pour pouvoir les intégrer ensuite dans le film en mettant un chasseur Lexos qui leur tire dessus. On a changé de plateforme d'effets spéciaux, on a changé de logiciel d'effets spéciaux. Enfin, ça s'est fait sur tellement longtemps que ouais, c'est super bizarre. À chaque fois que je revois des anciens plans, j'ai l'impression que ça vient d'un autre siècle, qu'on était jeunes, qu'on était... Ça me pique les yeux parce que sur nos écrans de moniteur de travail, ça fait une toute petite fenêtre. C'est ça, à 100%. Si on travaille donc à 100%, donc, ah merde, donc on est obligé de zoomer dedans. C'est marrant, c'est un retour en arrière, comme quand on faisait du graphisme sur Amiga. Il y a des choses qui se font quand on va incruster la 3D qui n'ont pas été faites lors du tournage, qui font que ça complexifie par la suite les incrustations 3D, comme les marqueurs sur les gens ou sur les décors, pour ensuite faire des incrustations, ou les fonds qui sont pas bons. Par exemple, détourer un personnage en noir sur un fond noir, c'est compliqué. On a nos compétences qui ont évolué, donc on se dit si à l'époque on avait su, on aurait pu tourner ça autrement, on aurait gagné du temps, on aurait pu soigner plus les fonds incrustes et tout. Mais ça, de toute façon, c'est des erreurs de jeunesse. Le truc, c'est qu'effectivement, on s'est traîné comme un boulet parce que on a la technologie qui a évolué et nous, les tournages étaient faits, donc on a dû faire avec. Ouais. Moi-même, j'en ai fait un bon paquet. En fait, je donne aux graphistes les effets qui sont vraiment complexes à réaliser, qui doivent être faits vraiment par des professionnels. Et moi, je me garde les effets qui sont simples pour leur faire gagner du temps et qu'ils puissent vraiment se concentrer sur les gros effets spéciaux. Donc en gros, moi, voilà, dès qu'il faut mettre Zacharel dans le ciel, c'est moi qui m'en occupe. Toutes les ambiances un peu flashback, un petit peu étranges, voilà, j'ai fait ça aussi. Dès qu'on voit des étincelles, des petites explosions sur les personnages ou en arrière-plan, tout ça, c'est moi qui fais ça avec After Effects. On a eu aussi de l'aide de Anthony et Yann de Atlantis Park qui nous ont rejoints, qui ont fait notamment l'habillage des chaînes télé. Alors voilà, les JT, les habillages des journaux télé, donc il y avait, je sais plus, télé roumaine, je me souviens, israélienne, américaine, chinoise. Et japonaise, ouais, voilà, c'est ça. Et japonaise, ouais, exactement. On a fait les petits habillages journaux télé, imitation de journaux télé. Célèbre On va tous crever, qui est magnifique. Voilà, superbe. On va tous crever! Un des gros boulots qu'on a fait sur France 5 et qu'on n'avait pas fait trop sur les épisodes précédents, c'est vraiment l'étalonnage. En fait, l'image DV, elle manque vraiment de caractère, elle manque de style, elle manque de profondeur, et on voulait obtenir un résultat vraiment beaucoup plus dramatique, beaucoup plus impressionnant. Voilà, en gros, que ça ait du style, quoi, du style. Et pour ça, on a été vraiment aidé par Leslie, qui s'est chargé de plusieurs scènes clés. Donc, il a fait notamment la scène de combat avec Blue Accordéon au début. C'est lui qui lui a donné ce look un peu de fin du monde, cette pluie qui tombe, ce gris, quoi, ce gris crasseux. C'est grâce à lui qu'on a obtenu ça. Et puis aussi donner un petit côté un peu plus chaotique à l'ensemble, un côté un peu plus dramatique. Bon. Il y avait un peu de rotoscopie parce que pour donner l'impression que le sol, ça clapotait sur le sol. Mais globalement, oui, la pluie, c'est pas ce qu'il y a, c'était principalement de la 2D. Là où il y avait de la 3D, par contre, c'était avec la tour Eiffel en feu. Là, la tour Eiffel est en 3D. Les flammes qui étaient sur la tour Eiffel, c'est des effets de particules et de volumétrique. Et Leslie a aussi travaillé sur une scène hyper importante, c'est la dernière scène de France 5. Là, il a créé une image extrêmement dorée, brillante, qui était vraiment sublime et qui était parfaite pour finir l'épisode en beauté. La difficulté, c'était de capturer les parties les plus brillantes de l'image de base, de leur armure. Déjà, séparer les parties qui nous intéressent du reste de l'image, et à partir de là, essayer de récupérer les parties les plus blanches de ces armures et les faire briller, quoi. Et là j'utilise des plugins et compagnie pour ajouter ce glow vraiment limite glamour, quoi. Donc quasiment toutes les scènes étaient vraiment retravaillées à différents niveaux pour que l'image soit plus agréable, plus immersive et voilà, qu'elle ait plus de relief et de caractère. Et pendant qu'avec les graphistes, on travaillait d'arrache-pied pour essayer de tout terminer à temps, pendant ce temps, à côté, il y avait Mathilde qui avançait sur le mixage en parallèle. C'était vraiment un travail d'équipe, on essayait conjointement d'avancer petit à petit. Dès que j'avais fini une scène, je lui envoyais. Ça va, Catherine? T'as mis le paquet, là? Ouais. Elle retravaillait dessus, elle reprenait un peu mes bruitages, elle les modifiait, elle les travaillait, elle leur donnait plus d'impact. Alors là, on n'a pas encore la musique définitive.
Elle a joué aussi beaucoup sur la spatialisation du son. Jean! On voit bien que le marteau va de droite à gauche. Donc là, en gros, j'ai fait en sorte que le son suive le marteau. Voilà. Je me souviens que pour les bruitages, j'avais tenté des trucs. J'avoue que j'aime bien les bruitages faits pour de vrai en studio par des bruiteurs. J'ai toujours adoré ça. Et j'avais pas trouvé de bruitage vraiment convaincant pour Cancrelax quand il arrache son bras. Il n'y avait pas de marqueur non plus pour faire du tracking. Donc il a fallu le faire image par image. Donc heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup d'images. Et donc j'ai essayé de mettre le plus possible de bouts de viande et de peau qui s'étirent et que ça passe bien. Et je voulais un bruit un peu dégueu, quoi, un peu film d'horreur. Et j'avais pas ce qu'il fallait. Prêt ? Donc j'étais au marché, j'ai acheté des poireaux, de la pâté pour chat, puis j'essayais avec ça de faire des bruits dégueulasses quoi, en cabine speak. Alors j'essaie avec le deuxième, j'espère qu'il sera un peu plus craquant. Pas très concluant. Bon maintenant la pâté pour chat. Bon voilà. Maintenant faut nettoyer. Ah bah à partir du moment où on a eu le mail sur la mailing list qui disait bon bah maintenant il faut qu'on refasse les doublages pour la finalisation de l'épisode, et là tu te dis c'est génial, ça va enfin sortir, ça va être super. Et voilà, 4 mois plus tard, t'es au cinéma dans une salle de 500 personnes, et t'es au Max Linder et t'as France 5. Et là tu fais c'est magique. On a décidé donc de réserver le Max Linder, une salle vraiment extraordinaire. Moi j'ai beaucoup d'affection pour cette salle, comme beaucoup de cinéphiles parisiens, parce qu'on a des souvenirs de cinéma extra là-bas. C'est une salle à l'ancienne, avec un super son, une image géniale. Donc c'était le 5 mai pour faire 5-5 2012. Et donc pour tenir cette date-là, on n'avait pas trop le choix, donc on avait un petit créneau en fin de matinée, donc on a eu 2 heures pour présenter notre 5e épisode. Ça voulait dire qu'il fallait s'organiser pour faire une projection, faire un master de cet épisode donc dans les normes techniques pour lesquelles on peut projeter dans un cinéma. Donc merci Cyril pour ton intervention. Je me demandais un petit peu quand même comment on allait être reçu au Max Linder, parce qu'ils ont quand même l'habitude de diffuser du grand cinéma. Et donc je suis allé la veille voir le projectionniste pour qu'on discute un peu ensemble de comment ça allait se passer. Et en fait, il n'a pas du tout pris ça de haut. Il a pris ça très très au sérieux. Il nous a demandé de nous asseoir dans la salle. Il nous a fait différents settings de son. On a pu choisir ce qu'on préférait. On ne savait pas en fait si on devait prendre une grande salle comme le Max Linder ou un petit cinéma. Donc c'était un peu un pari. On pouvait douter. Du nombre de personnes qui seraient présentes ce jour-là. Et le jour venu, c'était énorme de voir tous ces gens qui aiment France 5 et qui voulaient voir la fin. C'était super kiffant. On a eu la chance d'avoir suffisamment de spectateurs. On a réussi à complètement couvrir les frais de location. Du coup, on a demandé aux gens une petite participation, on leur offre un DVD en échange. Pour quelques euros, voilà, on avait son ticket d'entrée, plus un DVD avec France 5 et en bonus les épisodes 1 à 4. Donc pour faire ce DVD, en fait, on s'est en occupé nous-mêmes. Alors on a imprimé les DVD, voilà, donc les galettes, avec l'épisode 5, enfin. Donc voilà, il y en a 50 par pile. Il y a une petite partie des boîtiers qui sont déjà tout préparés. À remettre à l'issue de la projection. Donc, maintenant que l'épisode 5 est fini, il s'agit de faire le mastering du DVD avec en bonus les 4 premiers épisodes. Et puis de graver donc graver 600 DVD pour les presque 600 places du Max Linder pour samedi. On est mardi soir. Ça va pas faire beaucoup de temps, hein, ça va faire 3 jours. Alors voilà, ça c'est un DVD très collector puisqu'il fallait être là à la projection pour la voir. C'est la panique. Merci de personne. Oui, bonne séance. C'est trop crevant. Mais ça valait le coup d'attendre 5 ans pour avoir ça. Il y a beaucoup de monde, on est un peu pressé, mais ça va, ça avance. Merci Max Linder qui nous accueille, la salle est super, on est hyper fiers d'être là. Pendant ces dernières années, pendant ces 7 ans d'attente, les gens venaient me voir en convention, ils disaient « Oh, 7 ans que tu bosses dessus, le film est génial !» qui en attendait
énormément. N'oubliez pas que c'est un film, un film amateur de 2005 tourné en 4 SD. J'espère qu'il vous plaira quand même. Vous avez le DVD à la fin, n'oubliez pas de le prendre, portez pas sans votre DVD. Enfin, la projo du 5 arrive. Enfin, après tant d'attente. Alex avait préparé un montage retraçant un petit peu l'évolution des épisodes en préambule à la diffusion de l'épisode 5, avec notamment les passages de France 5 à la télé japonaise, tout plein d'anecdotes qui étaient un peu inédites jusque-là. Et il devait, à ce moment-là, avouer au public que l'épisode 5 n'était pas la fin, qu'il allait avoir un 6. Donc il s'est pris la tête, ça je peux vous le dire, il s'est pris la tête pendant des semaines avec un stress croissant arrivant à cette projection. Alors j'en profite pour vous demander, est-ce que vous pensez que la nouvelle, que la grosse surprise que France 5 n'est pas finie, ça va passer ou pas? Moi j'ai un peu peur, et vous? Pour finalement, choisir de juste dire la vérité avant la projection de l'épisode. Et on va regarder donc France 5 dans un instant. Et d'abord, je vais vous dire un truc. Alors, je vous dis tout simplement, l'épisode 5, c'est pas le dernier, parce qu'après, il y a aussi un épisode 6. Alors, vous savez que les premiers à le savoir, essayez de ne pas spoiler, parce que l'idée, c'est que ça reste secret entre nous. Du coup, les gens ont réagi immédiatement. Alors, ça a applaudi, ça a rigolé, ça a un peu hué pour rigoler. Mais voilà, la nouvelle est passée comme ça. France 5, on va le voir ce soir. Et le 6, on va le voir très bientôt, je vous garantis, vous attendez pas 5 ans. C'était incroyable. C'était une des premières fois qu'un film amateur, qu'une web-série était diffusée au cinéma. C'était une projection qui était magique en fait, parce que l'image au Max Linder, en réalité, elle est magnifique, même sur un film SD. On pourrait penser qu'avec la petite résolution de France 5, en gros, on verrait des pixels énormes, mais en fait, pas du tout. Quand c'est projeté, ça rend vraiment magnifique, et là, on avait les conditions idéales pour être immergé dans l'histoire et vraiment profiter de cet épisode 5 au maximum. On peut avoir des images très très belles sans avoir forcément de la Full HD avec une contraste extraordinaire. Si les images sont bien tournées et si les conditions de projection sont bonnes, oui, ça va toujours rendre quelque chose de quand même très correct, c'est sûr. La projection du 5, c'était juste énorme. L'épisode est passé tellement vite. Je pensais pas du tout déjà qu'il y aurait autant de monde. Ouais, ça a été la grosse découverte et puis un peu la grosse claque aussi, quoi. Parce que t'as un niveau, on va dire pro pour un film amateur, enfin semi-pro. En fait, je pensais pas du tout que les gens seraient autant gentils en fait, c'était bien, ça. Il y a des gens qui se mettent à hurler Glou Manchu, donc là, mon ego se met à gonfler comme ça. L'énorme surprise était « Oh, signe des autographes !» Ok. C'était vraiment très sympa d'être dans une salle qui réagisse à ce point-là. En fait, on regarde le film, mais on attend surtout de voir est-ce qu'ils ont vu, et ils ont réagi au centuple de ce que je pouvais imaginer. Moi, je trouvais ça très très sympa. Et non, mais c'était génial de voir les fans. C'est ce qui, pour moi, France 5 marche par ça, par les fans. Ça a été, c'est ce qui a fait son succès, quoi. Je prenais l'avion 2 heures après la projection, donc j'étais un peu triste parce que j'ai pas pu aller au resto après avec tout le monde faire les andouilles. Je suis arrivé, j'ai tout de suite mis le costume de Black Beaujolais et j'ai fait l'andouille, j'ai pris une photo avec tout le monde. Je me souviens très bien des cartoonistes où les fans venaient prendre des photos, serrer la main. Et je me disais, c'est plus sympa si on pouvait tous remettre les costumes pour ça. Moi, forcément, quand on me dit remettre le costume, moi, il n'y a aucun souci, je re-signe parce que de toute façon, c'est rigolo. On a fait finalement un gros shooting photo parce que tout le monde voulait se faire prendre en photo avec les gens en costume et c'était vraiment très sympa. Des grands enfants qui venaient aussi pour se faire plaisir et réaliser un rêve. Moi aussi, je fais mes photos souvenirs. À la Projo, moi, j'avais surtout eu la chance d'être accompagnée de 2 petits garçons, les amis d'une amie et mon ami en question, qui avaient 4 et 8 ans, qui eux voyaient ça avec des yeux mais comme ça. Ils sont allés voir Jean-Marc, comme moi j'aurais pu aller voir
des boys bands quand j'avais 15 ans, quoi, tu vois, ils étaient comme ça, ils ont eu peur de maths parce qu'ils l'ont reconnu, ils étaient super flippés. Je suis allé avec ma fille qui, du coup, a 11 ans, qui était limite même pas au courant que je faisais ça. Donc là, c'est vachement bien. Du coup, c'est avant, moi, j'attendais que les enfants soient occupés pour faire les effets dans mon coin et ça. Là, c'est eux qui demandent « Ouais, quand est-ce que tu fais des effets de France Live et tout ?» Parce qu'ils attendent aussi, forcément. Donc ça, c'est excellent, quoi. Ça m'a un peu rappelé une projection précédente où, pour la première fois, on voyait la base des Lexos avec le ciel bleu qui défilait. Je me rappellerai toujours, c'était incroyable. Et donc là, c'était le phénomène, mais multiplié par l'infini. Dans l'épisode 5. Là, vraiment incroyable. Il y avait des fans de France 5, y compris des gamins qui, en 2000, n'auraient pas pu allumer une télévision parce qu'ils c'était des mômes qui étaient capables de nous dire « Oui, on sait que sur le premier tournage, vous avez fait ça, le deuxième tournage, vous avez fait ça. » Je me suis dit « Putain... » L'ambiance était extraordinaire, ça fait terriblement plaisir de voir tous ces collègues de tournage après tant d'années. Il y a presque autant de plaisir à revoir les vieux copains qu'à voir cet épisode. On voit encore plus tous les défauts. Ça, c'est un petit peu au début les remarques qu'on se fait parce qu'on a le recul de le découvrir. C'est plus à chaud, c'est pas quelque chose qu'on a tourné hier. Donc du coup, on voit les défauts, on voit nos propres défauts, on voit nous aussi qui avions quelques années de moins. Ça se voit que on a vieilli, quoi. Donc c'était étrange, ouais. Mais le résultat, je trouve est tout à fait à la hauteur de ce qu'on a voulu faire à l'époque, en tout cas. C'est important pour nous de faire une projection de l'épisode parce que ça fait partie de l'ADN de la série, l'ADN des films amateurs en France, j'ai envie de dire aussi, vu que à l'époque, tous les Lithoman, France 5 et compagnie pouvaient bénéficier de projections dans les festivals et les conventions. Et c'est toujours un passage important pour nous dans la réalisation et le lancement d'un épisode. La tour Eiffel est si belle, belle quand on est près d'elle, avance droit devant toi et ne te retourne pas. Donc ensuite, il a fallu enchaîner directement avec l'épisode 6 et il était beaucoup plus compliqué que le 5. Évidemment, c'est un épisode où il y a quasiment que de l'action, vu que c'est la deuxième partie normalement de l'épisode 5. Donc après l'exposition, l'action, il n'y a que de la baston en fait. Ça n'arrête pas, du début à la fin de l'épisode. Et en plus, peut-être les 3/4 de l'épisode se passent avec des effets spéciaux à l'image, quoi. Donc c'est vraiment un épisode qui était hyper compliqué, hyper long à faire, notamment pour les graphistes qui en ont vraiment bavé. Pierre qui a fait toutes les scènes qui se passaient à l'intérieur de la forteresse Lexos, où il a fallu détourer tous ces personnages un par un. Enfin, pour faire le décor derrière, c'était un travail mais titanesque. Filmé sur fond noir, détourage, etc., etc. Il y avait plus d'effets, donc on a mis des effets de particules et tout ça. On a eu de l'aide d'autres personnes qui nous ont rejoints pour l'occasion. Il y a eu François Mauge, un graphiste avec qui on travaillait sur No Life. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la séquence de fin du film. Et c'est une séquence qui est chargée d'émotions. Et il y a aussi beaucoup d'effets à la fin, puisqu'il y a une pluie d'astéroïdes, de débris spatiaux qui retombent sur eux au moment où Red fait son retour triomphant. Et du coup, au tournage, Alex, ils ont jeté un pavé dans l'eau ou je sais pas quoi pour faire le gros plouf. Et du coup, moi, je devais travailler avec ça pour qu'on voit pas le truc qu'on fait tomber dans l'eau et qu'on le remplace après par un élément futuriste en 3D. Enfin, c'est des passages, pour un graphiste, c'est inhabituel, donc ça, c'était rigolo. On a eu aussi l'aide providentielle de Jean-Marie Marbach, qui était vraiment notre sauveur pour tout ce qui était cockpit, en fait. Action. Attention, il approche. Au départ, quand on a tourné, on savait pas trop ce qu'on allait faire autour de ces cockpits, qu'est-ce qu'on allait mettre derrière comme ambiance. Et j'ai demandé à Jean-Marie s'il pouvait nous aider. Alex savait à peu près ce que je faisais, il savait que je travaillais principalement avec des particules et je m'attendais à ce qu'il me confie des explosions, des décharges d'énergie, mais pas du tout une création de décor. Donc d'abord il a hésité, il savait pas trop s'il allait pouvoir trouver une idée. Je me suis dit, bon là effectivement il y a une erreur de casting parce que c'est pas du tout, je ne saurais jamais faire ça. Jusqu'à ce que je vois la dernière image qui était très sombre, on ne voyait pratiquement rien du cockpit, sauf des lumières, comme des LED, les lumières des tableaux de contrôle. Et là j'ai eu un déclic, je me suis dit ça je peux le faire. Je peux faire un décor sans texture, sans matière, uniquement avec des lumières,
qui seraient comme des murs de LED. Et des cockpits un petit peu comme ça, un petit peu électroniques, un petit peu vaporeux, et qui marchent hyper bien. J'ai repris les codes couleurs de chacun des personnages pour personnaliser les cockpits, et j'ai également repris le sigle que chacun d'eux a sur son casque. Alors l'avantage d'avoir des décors en particules, c'est qu'à partir du moment où ils sont mis en place, je peux les animer comme je veux. Et ça m'a donné aussi l'idée de les faire réagir pendant certains moments clés du combat, qui, pour moi, pouvaient entraîner une plus grande dépense d'énergie. Les lumières des cockpits, comme s'ils étaient en symbiose avec les personnages, réagissent à leurs actions. Et l'autre chance que j'ai eue, c'est que je venais tout juste de travailler sur 2-3 productions avec un jeune graphiste que m'avait présenté Philippe Nègre, qui m'avait assez impressionné. Et je l'avais trouvé excellent à la fois artistiquement et techniquement. Et c'était Mathieu Dubost. Ça changeait de ce qu'on fait d'habitude. Enfin, de ce que je fais d'habitude, c'était un peu plus fun que d'ordinaire. Et lui, il a fait la deuxième version des cockpits quand le France Robot se transforme. Alors là, c'est un cockpit hyper technoïde avec des éléments 3D. Donc c'est dans la continuité du cockpit d'avant, mais ça va encore plus loin, donc c'est hyper intéressant. On était parti du principe qu'il fallait pas qu'il y ait trop de détourage, parce qu'en fait, ça s'était tourné à GameProd, il me semble, il y en avait avec les étagères de cassettes où j'allais chercher mes cassettes en tant que stagiaire, donc c'était il y a très longtemps. Et on voulait pas trop faire ça, on a quand même dû en cleaner certains, donc Jean-Marie m'aidait à les cleaner pendant que moi je bossais les cockpits. Et puis sinon c'était de la créa d'interface, de trucs un peu holographiques. Voilà, mais assez sympa effectivement, mais après il y avait aussi il y avait quelques valeurs de plans différentes et des plans où il y avait tout le temps les plans où ça marche et les autres où ça marche pas, donc c'était sympa. Et une des parties les plus complexes à faire, c'était le combat dans l'espace. J'avais fait un pré-montage, mais je sentais que c'était pas terrible, je voyais pas trop comment on allait réussir à en faire quelque chose. Et là, il y a Alex, donc graphiste et qui avait déjà bossé sur plusieurs épisodes de France 5, qui m'a dit « Alex, voilà ce que je te propose, on va faire le France Robot en 3D. C'était pas prévu à la base, mais je vais te créer exactement le même robot en 3 dimensions. Et dans le combat dans l'espace, on verra le robot en 3D se battre contre un Glue Manchu qu'on va lui aussi modéliser en 3D. » Je me suis dit, bon, c'est bien, mais il faudrait quand même rajouter un peu plus pour que ça pète un peu plus. Parce que sinon, ça faisait un peu trop court, je trouvais. Et puis ça manquait de punch. Au final, il fallait que ça tape un peu plus, quoi. Et c'est lui vraiment qui m'a motivé. Je crois qu'il est venu un soir à No Life, il a dit « Allez, ce soir on s'y met ». On a regardé ensemble la séquence, on l'a mis en place ensemble. Il a beaucoup apporté d'idées. Je me suis dit, bon, on pourrait mettre un petit coup de Gunbuster dedans, donc l'Inazumaki qui est venu de là. Il avait beaucoup d'envie de faire des trucs un peu très japanime avec les... Je crois que c'est lui qui a apporté l'idée du Hitano Circus avec l'attaque avec tous les missiles. Comme mes amis le savent, je suis un petit peu un psychopathe des missiles et ça fait très longtemps que je m'amuse à programmer un petit peu soit des petits jeux, soit des fonctions qui me permettent de retracer les trajectoires des missiles. Donc je me suis fait un programme qui servait à faire les trajectoires des missiles de façon aléatoire tout en suivant les cibles. Il a été même super ambitieux en fait. La séquence qu'il avait prévue était encore plus longue, mais on l'a un petit peu réduite parce que vraiment ça devenait vraiment trop gros. Mais ouais, c'était vraiment un énorme travail qu'il a fait et c'est grâce à ça qu'on a cette scène de combat assez dingo quoi, à la fin de France 5. On a eu l'aide aussi de Genshi Tony. Et mon rôle donc en post-prod, ça a été de retravailler une trentaine de plans, notamment pour enlever le fond pour qu'il reste que les personnages, pour qu'Alex puisse y intégrer le décor qu'il voulait. En gros, vous choisissez ce que vous voulez garder dans l'image. Donc là, je lui dis tu gardes Glue, mais attention, c'est quand même pas ultra précis. Et en fait, il extrapole les images d'après. Donc voilà, il calcule lui-même. Et vous voyez, c'est pas terrible. Je vais devoir y retourner quand même image par image au final. Et pour le mecha, c'était vachement plus simple parce qu'il a des formes rectilignes. Du coup, là, c'est simplement un masque. Voilà, ça donne ça. Et voilà, et quand on additionne les deux, ça donne en gros ce que j'ai envoyé à Alex. Ça donne ça et il mettait le fond qu'il voulait. Le combat du France Robot sur Terre dans la ville de Paris, j'ai bloqué très longtemps là-dessus. Mais vraiment, c'était un vrai blocage. Je trouvais que c'était hyper moche, les images, ça avait aucun style. Encore une fois, ce rendu DV très plat avec des couleurs très vidéo,
Voilà, c'était vraiment pas très joli. Et j'étais hyper embêté parce qu'on est censé arriver au climax de l'épisode et ça donnait rien du tout. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a débloqué, c'est que on a d'abord, avec Sébastien, fait le tour de Paris en voiture et on a pris plein de photos d'immeubles qui nous serviraient à incruster derrière et devant le robot. Pas de peau, ce jour-là, il faisait pas très beau, quoi. Le temps était assez gris, assez maussade, avec des gros nuages noirs, c'était assez dark. Quand j'ai vu toutes ces images sur mon ordi, je me suis dit, mais oui, c'est ça l'ambiance qu'il faut. Au lieu de faire une ambiance très lumineuse, comme on avait l'habitude de faire pour les combats de robots, on va faire une ambiance de fin du monde, très dark, quasiment monochrome en fait. On va obtenir quelque chose de très noir, et au final, je suis super content parce que le résultat est beaucoup mieux que ce qu'on avait au départ. Et la petite touche finale, c'était les effets en 2D. Donc on a eu l'aide d'un certain David Encinas. C'est un des premiers animateurs français qui a fait Les Gobelins et qui est parti aller travailler au Japon. En gros, il y allait avant tout le monde et on peut le voir au générique de Princesse Mononoke ou nos voisins les Yamada. Donc c'est un vieux de la vieille qui est rompu aux techniques d'animation à la japonaise et sa spécialité, c'est les FX. Alors les FX dans les dessins animés, c'est tout ce qui est éclair, fumée, explosion, impact. Tous ces trucs-là, il maîtrise de ouf, quoi. Et donc, grâce à lui, on a pu intégrer des effets spéciaux en 2D animés sur des images live. Et ça, c'est un rendu que j'adore. L'animation japonaise se démarque de par la qualité ou le style très particulier de certains effets spéciaux. Ils sont très graphiques. C'est souvent des effets spéciaux qui jouent sur le rythme, la forme et des formes qui sont très graphiques, très plates. Je savais pas comment ça allait être perçu, ces effets 2D, mais je me suis dit, bon allez, on y va. On voit le point qui ralentit et qui s'enfonce lentement dans la cuirasse avec les effets. Et après, il tombe dans le vide. Et dans le montage, je ne savais pas à quel moment devait intervenir ce coup qui lui traverse le corps, en fait, avec l'onde de choc. J'avais essayé sur le premier plan, deuxième plan et troisième plan, et je me suis dit, je vais le faire sur les trois, quoi. Un peu comme dans Ghost in the Shell, là, quand le mec, au début, il se prend un coup de pierre tourné. Et on voit la même scène, 3 fois sous le même angle. Et puis c'était peut-être le petit clin d'œil à Desaki aussi. Il avait terminé ses effets et je lui ai dit, il me resterait un dernier truc à te demander. Je sais que tu n'as plus trop le temps, mais est-ce que tu crois que tu pourrais me faire une explosion à la Akira? Voilà, j'ai voulu avoir un timing avec une pré-explosion. Donc, on voit ça souvent dans les animés japonais. Donc un truc arrive, on a l'impression qu'il y a un ralenti, et puis après, la grosse explosion finale qui apparaît. Avec justement ce contre-jour, les ombres sur la tour Eiffel. Et j'avais fait ça vraiment à la mano, quoi, tout en 2D. Et ensuite, il y avait à faire évidemment la scène d'adieu entre Silver et Red. Là, c'est encore Leslie qui s'en occupait. Et il a réussi à trouver un ton, un style très romantique qui correspond vraiment à la scène, puisque finalement, cette scène, elle se passe un peu dans l'esprit de Red Fromage. Et du coup, il a créé une ambiance vraiment irréelle, vraiment romantique en fait. Dans l'espace, tout est romantique, de toute manière. J'aime le côté mélancolique de l'espace, j'aime le côté grandiose et mélancolique. Je me suis un peu basé aussi sur ce que nous raconte la scène, quoi. C'est une ambiance un peu posée, un peu... Et puis, il fallait rendre la Terre la plus belle possible, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la scène, il s'agit de cette planète. Il s'agit de protéger cette planète, quoi. Donc, je ne pouvais pas me permettre de faire une Terre toute moche avec les héros qui disent « Oh, regardez, c'est quand même une belle planète, ça vaut le coup de se battre pour elle. » Non, il faut... Moi, je faisais ça dans mon coin. Et c'est qu'à la diffusion de l'épisode complet que j'ai vu qu'il y avait toute une palette d'autres personnes qui étaient venues à la rescousse, en fait, c'est vraiment ça. On n'avait pas de locaux, donc tout le monde travaillait plus ou moins chez lui. Je crois qu'il y avait même quelqu'un qui était à La Réunion. Donc, Et apportant chacun leur univers, leur spécialité. Ce qui est assez marrant, c'est de voir tous ces styles se confronter. Tous les graphistes avaient envie de montrer ce qu'ils savaient faire un peu. Et donc du coup, ça partait vraiment loin. Certains des effets, voilà, tout le monde a vu le film. Il y a les scènes de combat dans l'espace, les scènes d'explosion, tout est vraiment à 11, tu vois. Mais c'est tant mieux d'ailleurs, c'est ça qui est sympa, ça montre que tout le monde est passionné. Mais c'est vrai que du coup, quand on découvre le film, waouh, il y avait tout ça. C'était tellement over the top, mais over the top, pas dans le mauvais sens du terme, quoi. C'était...
さ、アレックスいつ最終話大丈夫なの？そうだよ、もうみんなさ待ってんだよ、アレックス。いつ出るの？いつやるつもりな本当にの、アレックス。どうなの？ Quand il sera prêt. Un peu comme vous voulez en fait, hein. Vous savez qu'à décider. よし、決めた。 3月17 Donc la production avançait bien. Il a fallu commencer à annoncer une date pour la projection de France 5-6. Donc ce qu'on a fait, on a décidé d'une date. Joub, arme de France 5 et un power-up. Ok. Bon, pas de regret pour les 3 qui restent, on les file? Ça fera des heureux. Ouais. Ça nous reste 3 fanzines à offrir très bien. Pour la projection. Je pense que c'est très très bien. Faudrait que je te vite fait que je t'enregistre une petite voix pour être précis. Moi, qu'est-ce que je dis à la fin? Nous ne pouvons abandonner maintenant. Nous avons besoin de courage et d'espoir. C'est ça un peu? Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. Nous avons besoin de courage et d'espoir. Je ne voudrais vexer personne, mais je ne crois pas que ça suffira. On est mardi, c'est la veille de la deadline. Et je fais une des plus grosses scènes à mixer, enfin à bruiter, de l'épisode de France 5-6. Faut que je fasse tout de A à Z, 5 petits mouvements de caméra, j'essaie de les bruiter, chaque mouvement de missile, comme par exemple là. Je suis fière de mes bruits de laser parce que je trouve que ça correspond bien à l'image et en plus j'ai fait un panoramique, on a l'impression que ça traverse l'écran et du coup j'adore, ça me fait marrer. Des fois, je reçois des parties, enfin des séquences, et l'image n'est pas def au niveau des effets spéciaux. Donc c'est vraiment dur parce qu'il faut simuler le bruitage. Alors on estime que le son va apparaître à peu près là, donc on va poser un truc, mais on ne sait pas du tout à quoi ça ressemble. Genre on a des trucs un peu comme ça. Tout ce qui vit dans l'univers, je te condamne à mort. Exécution. Voilà. Donc il faut y simuler un truc. Alors peut-être que ça va briller, peut-être que ça va pas briller. Oui, dans des cas comme ça, je sais même pas ce qu'il fait, je sais même pas s'il est en train de faire une charge ou s'il est en train enfin, bon, je sais pas. Donc ça, par exemple, je suis obligée de le mettre en suspens et j'attends avec impatience qu'ils fournissent les images. Et puis finalement, il a fallu mettre un point final au montage. Toutes les pièces du puzzle se mettaient en place, on faisait les derniers effets, les derniers trucs. Moi, j'ai plus que quelques sous-titres à poser. Une quarantaine. Non, mais par contre, alors je pense que c'est bon signe, j'ai pleuré sur les 2 dernières parties. C'est vrai? Bon, j'en ai bon pris signe. plein la figure, bah alors vraiment plein. Top, ok, et ben c'est bon alors, on est bon. Allez, nous on va terminer de notre côté pendant que Mathilde termine. Hop. Donc aujourd'hui, on fait le rendu, en fait, on rend l'épisode, on l'envoie au Japon pour la projection. Donc on est évidemment à la bourre, on a un jour de retard, mais on va y arriver. On pose les derniers sous-titres et après on aura fini. Formidable énergie. Même si j'ai pas vu l'épisode, j'ai créé les sous-titres japonais pour l'épisode. Donc du coup, j'ai lu en japonais l'histoire que je connais déjà. Mais je peux vous garantir que rien que de lire les dialogues en japonais, la fin de l'épisode, c'est des frissons de partout, quoi. Alors, en fait, aujourd'hui, c'était vraiment on sentait que c'était la fin de prod, parce que dans la même journée, j'ai reçu les derniers plans de tous les graphistes. On était à la rue, moi je me souviens, les derniers plans, on les faisait mais vraiment au cas par cas. C'était, j'avais les plans, je les faisais, je les renvoyais sur FTP. C'était un peu la folie, c'était compliqué, les derniers mixages arrivaient, tout se mettait enfin en place, je commençais à me rendre compte de ce que ça donnait, et là, j'ai commencé à nouveau à être assailli de plein de doutes, en fait. Je me disais, mais est-ce que c'est bien? Je me rends plus compte. En fait, je savais plus. Je savais plus si c'était bien, si c'était pas bien. Ah oui, là, je voulais... Bon, je le note. Je l'avais décalé, mais j'ai oublié de te le dire. T'es décalé vers la gauche ou vers la droite? Vers la gauche. Bah, je l'ai fait. En fait, il y a Justice, il fait ça. Ah ouais, non, j'ai pas de décalé l'infini, justice. Justice. Ah oui. Voilà, j'ai sauté ça. Hop. C'est la version qui va être projetée ce week-end. On va reprendre de nombreux petits détails qu'on n'a pas eu le temps de terminer à temps. Évidemment, on finit jamais à temps.
Donc du coup, on a pas mal de petits regrets, de petits effets pas terminés, de petits sons qui manquent. C'est juste voilà, une petite lumière par ici, un petit mouvement de caméra par là, c'est quasiment rien. Avec une petite musique à la boîte à musique, fait par Alexis. Bon, ben voilà. Bon, là, j'ai un problème, c'est que Yellow, il passe derrière le texte, là, mais bon, je corrigerai ça. Voilà, c'est le genre de truc que je corrigerai plus tard. Hop. Et voilà, on lance le calcul. C'est terminé. C'est fini. Et voilà, et combien d'années 7 ans de prod. Et pour la série complète En tout, 12 ans, je crois. 12 ans en tout pour la série et 7 ans pour les 2 derniers. C'est quand même un peu abusé. Mais bon, on n'a pas fait ça à plein temps pendant 7 ans. Hein. On a fait autre chose. Alors, hop. J'ai participé moi aussi, j'en ai amené une. Ça fait très très bizarre. On va bientôt trinquer pour la fin de l'épisode 6. Avec... Ça va? Ouais, c'est bon, c'est bon. Donc voilà. Il y a Seb qui est encore là. Il part demain pour le Japon pour assister à la projection. Donc... Je pense qu'il n'est pas parti. Il est encore là, Seb? Ouais, il est encore là. Bon bah voilà, on peut fêter la fin de la Bah oui. Il a senti l'odeur du champagne? Oui, attends, on en est au mousseux là. Je crois que François vient d'être terminé et que c'est un grand moment. Nous avons Pili avec nous en duplex depuis Paris. Allez, à la vôtre. Merci à tous. Merci bien. Bravo. En tout cas, ça va. Ce que vous ne voyez pas là, c'est que Alex a l'air bien différent durant les derniers jours où c'était véritablement un zombie à No Life. Il nous faisait très très peur. Et Seb vient me voir, fait hey, qu'est-ce que je fais pour ça? Je fais non, mais je peux plus réfléchir, débrouille-toi. Voilà, j'étais bon à rien quoi, voilà, pendant un jour ou deux, les 2 derniers jours. Et alors, t'as fini? Ça marche? T'es content? Ouais, je suis vachement content. La somme des efforts de tout le monde prend enfin un sens. Vraiment, c'est assez réussi. Enfin, il y a Alès qui s'est lâché sur le côté méca à la fin, donc c'est super. Alexis qui a fait une super composition pour le générique de fin, puis les autres musiques aussi. Et plein d'autres musiciens guests qui sont venus à la rescousse à la fin, donc Mobo. Yannick Rowe et Emeric. Donc à eux 3, ils ont aussi composé des trucs. Ça va, dis donc, mais tu veux dire qu'en fait, ils ont tous uni leurs forces? Oui, c'est ça. Pour le dernier épisode. C'est l'union des forces de chacun pour terminer. Bah, c'était une nécessité hein, pour la prod, donc déjà c'est le plus important. Et puis ensuite, moi ça m'a permis de me concentrer un petit peu plus sur le générique de fin. C'était un peu une grosse pression pour moi parce qu'il y avait plus de 6 minutes de musique, donc j'avais jamais rien fait d'aussi long, donc j'étais pas certain d'y arriver. Et puis je voulais vraiment que ce soit un beau moment parce qu'on avait parlé, ça fait des années qu'on attend cette scène avec Alex, donc on voulait vraiment que ça finisse en apothéose quoi. Alexis, voilà, il est tout dans la sensibilité, dans la douceur, et il nous fallait une musique vraiment émotion, quoi, l'émotion maximum pour terminer l'épisode. Évidemment, moi, à travers cette musique, j'entends tout ce qu'on a voulu mettre, toute l'ambiance voilà, du final de Gunbuster qui transparaît carrément de cette scène finale. Et puis ça a été aussi l'occasion de rencontrer par exemple Yannick, avec qui j'ai eu des échanges vraiment super sympas. Yannick Rowe qui nous a fait l'immense honneur de revenir pour faire la scène, la musique comme le vol du Condor, que j'adore, à la Vangelis. Rien que d'en parler, j'ai encore des frissons. On a eu aussi l'aide de El Mobo, donc fameux compositeur qui vient de la démo-scène Amiga, qui a beaucoup bossé dans le jeu vidéo et qui a fait pas mal d'habillage sur No Life. Alex m'envoie un mail à 2 semaines de bouclage de l'épisode 6 et en catastrophe, il me dit il me reste 9 minutes de musique à faire, est-ce que tu peux m'aider? Je suis là, 9 minutes c'est pas possible, là j'avais d'autres trucs à faire en même temps, donc je me dis non, 9 minutes c'est pas possible, mais je peux t'en faire un peu. Et, Quand les France 5 combattent Blue Manchu, voilà, c'est le morceau de El Mobo, il en a fait qu'un seul, mais il est mémorable. Et j'ai fait ça en une nuit et demie, et c'était vraiment super chouette, je me suis vraiment beaucoup amusé. J'ai fait à l'instinct, je me suis dit tiens, si je faisais de la musique de Sentai, à quoi ça ressemblerait? Ça ressemblerait à ça. Donc j'ai sorti ma guitare, j'ai sorti ma basse, j'ai programmé 2-3 trucs et voilà, et ça a donné ça.
Et on a eu aussi un petit nouveau qui nous a rejoint, c'est Émeric Levardon. Émeric, à cette époque-là, il était assez jeune, il était stagiaire à No Life, et c'est lui qui est venu me voir en me disant « Mais si t'as besoin de musique, moi je suis carrément chaud ». Alors déjà, j'ai eu la grosse pression parce qu'on voit une scène vachement importante de cet épisode de France 5, parce que c'est la mort de Zach Caral. Donc je peux pas me foirer, c'est trop important. Et en fait, il est hyper créatif, il fait plein de choses, il est aussi vidéaste. Il y a beaucoup de stades dans la musique, entre le moment où il se relève, il fait face à Zach Caral, le combat où il tombe chacun de l'immeuble, et ensuite quand il saute dans le vaisseau, c'est plusieurs phrases musicales qui se suivent. Et donc il y a un petit côté musique opéra John Williams où on score chaque scène, enfin, chaque passage d'une manière différente, etc. Le plus dur en fait c'est d'agencer tout ça de manière cohérente. On a l'acte de bravoure complet, donc tous les potards au max, la musique avec les arpèges à fond, etc. Donc là on est vraiment en over the top. Termine, j'ai un peu de mal à terminer, mais il y avait des choses à faire pour boucler. En fait, c'est pas anodin de s'absenter quelques jours de No Life. Et là, je vais lancer des compressions avant de partir. Je vais laisser donc tourner. demain, tu pars au Japon pour la projection de France 5-6, c'est ça? Oui. Bah attends, c'est le dernier épisode. On a les fans japonais qui sont vraiment super gentils. Je veux dire, c'était l'occasion ou jamais. On avait réservé la primeur mondiale au Japon, en fait, avec nos fans, amis et correspondants japonais, pour projeter cet épisode, voilà, au Japon, à Tokyo. Pour l'occasion, il y a carrément Sébastien et Olivier Martin, l'accessoiriste, qui sont partis là-bas. Alors, évidemment, dans ma valise, j'avais mon blouson rouge, ma tenue. Et moi, j'étais resté à Paris et j'ai participé un petit peu avec Skype. 始まりました。新宿ロフトプラス1でフランス5世界初公開のイベントがまさに今行われています。朝の5時11分です。これが3時間続きます。それでフランス5の方に来たかったんですけど、その演技っていうのをやられてる人っていうのはどれぐらいなんですか？ En fait, la plupart des gens pensaient que on se moquait des séries de Tokusatsu parce qu'on faisait un acting exagérément mauvais. Mais non, c'est nous qui étions mauvais. Et nous avons beaucoup travaillé au cours de la série pour monter notre niveau. Et sur la fin, je pense qu'on atteint un niveau décent. なんか突如としてエッフェル塔の下でみんなでアニソンを歌ったらですね、みんなすごい日本のアニソンしてるんです。 France 5のスタッフはちょっと特別なんです。あれが標準だと思ってたからな。 Alors, ce qu'il faut voir avec les fans japonais de France 5, c'est qu'ils sont hardcore. Ok, alors déjà, nous, dans l'équipe, on a des gens qui sont pas mauvais en connaissance manga, animé, Sentai et robots, mais là, on s'adressait à un public qui comprenait absolument tout de ce qu'on avait, de ce qu'on faisait. La moindre référence, ça leur parlait tout de suite. Évidemment, quand on tire plein de missiles dans l'espace qui s'entrecroisent et qu'on fait un Itano Circus, évidemment, c'est une base pour les fans japonais. Évidemment, les références à Gunbuster, tout ça, ça passe. Enfin... On a travaillé dur pour finir cet épisode. On a essayé de mettre dedans tout ce qu'on aime dans les Sentai japonais, mais aussi les animés. オリビエさんもやはり日本のアニメとかキャラクターとかゲームとか好きなんですかね？ À tous les niveaux de la technique de France 5, on ressent vraiment les influences des animés. Là, par exemple, vous avez pu voir un extrait où Red tenait l'épée, elle a apparu d'une certaine façon. Cette façon, c'est un hommage quelque part à Cosmo Cat.
L'épisode 6 est assez fort en fait. Si on entre un petit peu dans France 5, dans l'histoire qu'on essaie de raconter, et d'autant plus en sachant ce qu'on en a bavé derrière pour le réaliser. Et moi je n'avais pas vu cet épisode. Donc je l'ai découvert au Japon. J'ai beaucoup pleuré. Je n'en ai pas honte. C'était un moment très très fort. Bon voilà, on vient de voir France 5-6. J'étais en pleurs à la fin devant tout le public japonais. Il a pleuré pendant longtemps. Donc voilà. Il faut dire que j'ai découvert en même temps et effectivement il y a des choses il y avait des surprises. Alex est très fort. Ce que j'ai pu voir est extraordinaire. Merci à toute l'équipe. Ça touche vraiment quand c'est fini. On n'est pas allé légèrement dessus, on est allé beaucoup plus que ce que je n'espérais. Merci. 本当にフランスにはフランス5がいる。これは本当に素晴らしいことです。トレビアン。最終回感動しました。本当に。ありがとうございました。本当に。フランスの皆さん、本当いい作品ありがとうございました。感動しましたよ、本当に。本当にみんな大好きだよ。On a hâte, surtout que les Japonais l'ont vu il y a quelques minutes là, donc on est pressé de savoir parce que là sur Twitter ils disent j'ai pleuré, j'ai versé des larmes très viriles et tout, donc on a hâte de voir si c'est vrai et si nous aussi on va pleurer des larmes viriles. On est en train de voir pour la toute première fois l'épisode 6 de France 5 et on est au dernier bar avant la fin du monde. Enfin, il y en a qui en ont bavé surtout ces derniers jours. Pas beaucoup dormi, beaucoup travaillé. Mais je suis impatient de voir le résultat. C'est un sentiment assez indescriptible et c'est émouvant. C'est assez émouvant. Ce que j'ai pu ressentir, c'est vraiment, oui, c'est quelque chose qui se finit et la page qui se tourne est très importante pour nous. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Un petit message pour le Alex du passé, parce que c'est le Alex du présent qui a fini le boulot du Alex du passé. Alors, j'ai réussi à sauver toutes tes erreurs, mais la prochaine fois, fais attention. Fais gaffe. Refais les prises quand elles sont pas bonnes. D'avoir une personne suspecte qui est en train de filmer, s'il vous plaît, la sécurité. Regardez, Seigneur, ils vous sont déjà tout dévoués. C'est ça, rien. Ah non, c'est moi qui dis ça. La projo c'était super, hein. Déjà il y avait un monde de malades, les gens étaient contents, il y a eu l'attente, tout le monde était content, il n'y avait pas de soucis. Enfin il y avait vraiment une ambiance extraordinaire, quoi. Je pense qu'on va bien s'amuser. Tout va bien. J'espère surtout que l'empereur du mal sera à la hauteur de sa réputation. Vous allez tous périr. Et voilà, l'épisode, il prenait au Max Linder une dimension vraiment épique. Et il y avait tout ce travail qui a duré si longtemps, qui était si long à faire pour tant de gens sur tellement d'années. Donc toute une équipe qui a beaucoup travaillé sur le tournage, quasiment une autre équipe qui a travaillé sur la post-prod. Et tous ces gens-là se rencontraient au Max Linder et ont découvert l'épisode ensemble. Les gens sont contents, ils ont le smile, ils sont heureux. Je crois que c'est un projet qui a tenu à cœur à tout le monde, quoi. On avait même amené le cockpit de France 5 qui était là, les gens pouvaient se prendre en photo dans le cockpit. Bonsoir à tous et bienvenue à l'avant-première de France 5. C'était incroyable, voir son travail sur grand écran, c'était fou, même si je savais pas trop ce qu'allait donner cet épisode, parce que j'ai travaillé que sur des plans de quelques secondes, donc j'avais aucune idée de ce qui allait se passer, et je regardais vraiment pas, puis il y avait une vraie alchimie, une vraie osmose dans la salle, tout le monde criait, c'était fou.
Et puis en elle-même, la soirée était très bien faite parce qu'il y avait un récapitulatif des 5 premiers épisodes pour être dans le bain. Et puis il y avait des animations et puis enfin l'apothéose, la découverte de ce 6e épisode qui était vraiment dingue. Riez, mais vous rirez moins à la fin de l'épisode 6. Alors voir des images sur lesquelles on a travaillé projetées dans une salle de cinéma, ça fait toujours plaisir. Mais là, avec le Max Linder, c'était un autre niveau. Hein. Il y a un moment, une espèce de moment pour moi, c'est inscrit dans mon ADN, quoi. Ce moment où on a vu France 5 tous ensemble et plus rien n'a d'importance et tout a d'importance. Et c'est très, très particulier, quoi. Je ressens un souvenir assez inoubliable. Et donc je découvre ça, je suis bon public, mais là c'était, il y avait l'ambiance aussi, les cinémas comme ça à l'ancienne. Il y a une interaction entre ce qui est projeté et la foule qui est déjà en temps normal géniale. Là en plus c'était les fans et l'équipe du film. J'ai quand même tenu à faire le plan de transition entre les 5 premiers cockpits et le 6e, qui est un plan hommage à Goldorak, parce que je savais qu'au Max Linder, ce plan-là aurait beaucoup de succès. Même si évidemment, quel que soit le graphisme qui l'ait fait, la réaction du public aurait été la même, là c'était moi, donc ça m'a fait plaisir. Quand ils étaient d'autres, c'est qu'on a gagné. Normalement, il grandit d'abord. C'était vraiment une soirée magique. Moi, je découvrais du coup le film dans son intégralité. Et il y a eu des moments vraiment... des moments où on est super fiers, en fait. En plus, il y a le fait que c'est le dernier. Donc c'est un petit peu de la nostalgie. On voit que tout le monde a grandi avec ça. Mais du coup, on aura moins d'occasions de se voir. Donc il y a un petit peu tout ça. Il y a le plaisir, la fierté de découvrir la chose et avec un petit peu la nostalgie de se dire que c'est aussi une porte qui se ferme, quoi. Ouais. Bonne nuit, professeur Burgonde. Non seulement vous voyez notre travail sur cet écran, mais en plus on s'est retrouvés tous à la fin sur scène devant l'écran et devant cette salle en train d'applaudir. Et ouais, c'était un grand moment pour nous tous, je pense. Merci à tous vraiment d'être venus. Vous étiez les premiers à le voir en France. Et puis maintenant, donc, la cartoon session prochaine. Et une deuxième projection à Paris dans 2 semaines. Donc on va passer à côté puis on va voir un petit verre. Voilà. Ah, la bande-annonce. Alors, on fait la bande-annonce quand même, si vous voulez. Ok, vous êtes prêts? En microcam. Ouais, en microcam, comme ça. Ils sont sages, pas de bruit. Et... Pas faire de bruit. Action. Si vous voulez voir France 5-6 sur No Life, c'est le 28 et vous le verrez comme tous ces gens. Ensuite, l'épisode a continué son petit bonhomme de chemin. Il a été évidemment diffusé sur No Life. Il a été projeté également à Panic Cinéma, un chouette festival de films de genre qui nous ont proposé d'organiser une séance France 5, qui a organisé ça pour nous et c'était vraiment super sympa. Alors aujourd'hui, une rétrospective France 5 intégrale. Nous espérons que ce soit bien, que ce soit beau. A priori, il y aura un bel musette, il y aura un karaoké, il y aura l'intégrale de France 5. Que demande nos peuples? Ça envoie du plâtre le début, surtout les casques. L'expression est savoureuse. Les 2 premiers sont un peu compliqués aujourd'hui. Non, ils sont vintage. Ils sont vintage et ils sont obligatoires. C'est-à-dire que tu peux pas passer à l'étape 6 sans passer par l'étape 1, 2, 3, 4, 5. Il fallait qu'on passe par là, voilà. On est d'accord. Je vois pas... Je me demande si on va pas faire un traitement un peu comme pour le Rocky, tu vois, avec les phrases, la salle. L'ambiance se prête bien ici, mais... France 5. Ça veut dire que super. Putain, j'avais pas vu le billet. Le concept, c'est qu'on a ramené le côté français à Panic Cinéma. Donc les petits drapeaux, le fromage, le tourne-disque avec Edith Piaf et tout ça. La boucle est bouclée sans lettres parce que ça, vous en êtes la preuve, ça continue à vivre. Alors que c'était entre guillemets terminé depuis
relativement longtemps ou ça vient juste de terminer, ça n'a aucune importance. Mais terminer, le mot, est-ce qu'on l'utilise correctement puisque vous êtes là et ça continue à tourner. Il a également été diffusé au Cartoonist. Il y avait un revival Cartoonist à Nice, donc ça tombait trop bien puisque France 5 était né à Cartoonist. こちらね、フランス5、真剣重視フランス5、ノーライフでも放送してるんですけれども、最終話が完成したということで、こちらで上映会もしました。こちら、アニメランドさんで特集を組んでもらいまして、ランテグラルの DVD 第1話から第6話まで、しかもさらにメイキングだったり、ちょっと驚きの映像も入っています。 En 2000, à Cartoonist Toulon, on a diffusé le premier épisode, le tout premier, et 13 ans plus tard, le dernier épisode. À Cartoonist aussi. À Cartoonist également, donc la boucle est bouclée. Attention, il a été tourné il y a longtemps. Il a été tourné en 2005, l'épisode 6 que vous allez voir. On a mis longtemps à terminer, moi j'y suis trouvé. Il fallait... On a tous mis encore. Ah non, mais il fallait un final explosif, donc il fallait beaucoup de temps pour faire les effets spéciaux. Il y avait beaucoup de travail. En fait, il est tellement vieux qu'il est en 4 tiers. このフランス5の主題歌を作って歌詞を書いて歌った串田明さん、筋肉マンだったりサンバルカンだったり歌った串田明さんがゲストでいらっしゃってるんですよ。しか見てないんですね。だから6はすごくね興味ありますね。フランス5は1話から今度6話になりますね。だからもうどんどんかっこよくなりますから皆さんぜひ見てください。On va regarder François 6, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous attendez? France 5, si on regarde, ça nous a occupés pendant 14 ans. C'était une belle aventure humaine, une aventure parfois difficile, une aventure où on a appris énormément. C'est évidemment dû à France 5 que je me suis tourné vers l'audiovisuel, à avoir envie de travailler avec Alex, à faire de la télévision par la suite. Ça a changé ma vie, ça a changé nos vies. France 5, ça a été un peu ma famille quand je suis arrivé à Paris. Tout le temps où j'étais à Paris, je mangeais France 5, je sortais France 5. Mes potes, c'était des France 5. Ça a été beaucoup de temps au début, tous ensemble. Avec énormément de boulot. Voilà, ça a complété mes formations, ça m'a permis de toucher à des trucs, de faire des casques et des monstres en latex, ce que j'aurais jamais pensé faire spontanément. Et ouais, c'est un savoir-faire que je suis super content d'avoir acquis à ce moment-là. Je suis arrivée avec beaucoup de bonne volonté et assez peu de technique. Et j'ai appris avec des gens, on s'est beaucoup entraidés. Et ça m'a vraiment permis de... Maintenant, bon, je l'ai mis sur mon CV quand même, j'avoue. Globalement, France 5, ça fera partie de mes meilleurs souvenirs. Et ce que j'ai énormément apprécié dans ce travail qu'on a fait en commun, parce qu'il s'agit vraiment d'un travail, c'est qu'on a pu rigoler comme c'est pas permis. On a fait quelque chose de complètement délirant, mais on l'a fait de manière extrêmement sérieuse. Et pour ça, je dis merci à tout le monde. J'ai pris ça vraiment très au sérieux, peut-être trop au sérieux en fait. J'avais toujours envie que ce soit mieux et je pense que c'est quelque chose qu'on partageait en fait dans l'équipe. On était tous un peu dans ce mode-là, on voulait tous que ce soit mieux, toujours aller plus loin. Et cet esprit-là de vouloir toujours dépasser les limites, c'est quelque chose qui pour moi caractérisait ce projet et qui me plaisait énormément. Est-ce que c'est possible de faire ça avec ces moyens-là? On va essayer et on va y arriver. Il y avait le phénomène positif que peut amener Internet, c'est-à-dire qu'à un moment M, on a besoin d'un artificier ou de quelqu'un qui sait faire ci ou quelqu'un qui sait faire ça, et la personne se matérialise quasiment du néant parce qu'elle a vu ce qu'on avait fait précédemment sur Internet et elle propose son concours. Et le type se présente et fait « moi je suis artificier et je vais faire Wardu qui explose ». Moi je lui dis merci gars, je lui serre la main, c'est formidable quoi, voilà. France 5, je ne peux pas avoir un regard objectif parce que c'est quand même tellement une grosse partie de ma vie. Moi, j'étais là au tout début, c'est aussi là que j'ai rencontré tout le monde. Du coup, on a fait plein d'autres projets. Moi, s'il n'y avait pas eu France 5, j'aurais pas fait Fury Man 3.
j'aurais pas fait Atomic 5, ni de Flanders Company par comme ça, par toutes ces rencontres, et j'aurais certainement pas fait partie de No Life. Donc France 5 a indéniablement changé ma vie, donc je ne peux pas voir ça comme un court-métrage parmi tant d'autres. No Life, Pocket Chami et France 5, pour moi c'était un peu un amalgame parce que finalement c'est quoi? C'est des gens qui ont une passion, qui avaient une motivation et qui ont pu aller jusqu'au bout de leurs rêves, un peu comme France 5, où on avait une idée et on allait jusqu'au bout. Et ça, c'est un truc sur le plan humain je trouvais qui était génial, quoi. Globalement, la première chose, c'est que je me suis fait une super bande d'amis. Franchement, France 5, ça a été probablement un des meilleurs souvenirs de ma vie. Deuxièmement, on a passé d'excellents moments. D'autres moments qui sont peut-être un peu moins bien. On a quand même galéré certaines reprises sur certains tournages. Ça reste toujours un truc entre potes, avec des robots en carton. Et voilà, c'était une partie de ma vie quand j'étais étudiant. Et pour moi, c'est ça les souvenirs les plus forts, quoi. C'est parce que l'implication était vraiment forte à ce moment-là. Mais surtout que c'est une grande et une longue aventure. Quand je regarde les photos, les images du premier making-of pour les premiers épisodes, je me dis « Waouh, la vache, qu'est-ce qu'on était jeunes !» On m'a fait remarquer depuis qu'on a tourné l'épisode 5 un peu avant la naissance de YouTube. Donc YouTube, c'est quand même quelque chose qui me semble hyper vieux aujourd'hui, parce que c'est du temps Internet qui est complètement déconnecté du temps normal. Et ça fait bizarre, vraiment bizarre. Il y a eu un énorme bouleversement des médias, de l'Internet, et c'est vrai que quand on a commencé les tout premiers épisodes, on avait juste notre site France 5 où il fallait télécharger. On les mettait à dispo en téléchargement, en reel vidéo. Ah, ça fait bizarre. Bizarre. Et il fallait choisir entre la version sous-titrée, la version sous-titrée japonais, la version sous-titrée anglais. En fait, c'est une grosse famille qui se soude pour continuer l'aventure ensemble, et j'ai vraiment trouvé ça vraiment sympa. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait plaisir, qui m'a touchée. Toute l'équipe est vraiment super, et hyper ouverte, hyper sympathique, hyper gaie. Même si je suis un peu une handicapée sociale, tu vois. Mais quand même, je me suis sentie quand même vraiment intégrée à l'équipe, et ça m'a vraiment fait plaisir. Et le fait de voir l'épisode dans son entier et de voir que c'est l'épisode final, je peux pas dire que j'étais triste, j'étais plus nostalgique en fait. C'était vraiment de la nostalgie. Et quand même une pointe d'émotion ce jour-là. Ouais. C'est éprouvant, mine de rien. Mais dans l'ensemble, c'est une très bonne expérience et je suis très contente qu'Alex m'ait demandé parce qu'à la sortie de tout ça, ça fait un très bon souvenir. Je suis contente d'avoir fait ça une fois. Et puis, c'est quand même des super-héros. La plus belle chose et le plus beau souvenir de France 5, c'est la reconnaissance de la part du public japonais qui a découvert ces épisodes. Recevoir comme ça une sorte d'aval et de validation de la part des gens même qui nous ont motivés à créer ça. Je trouve que c'était le plus beau retour qu'on a pu avoir. Moi, quand je suis allé au Japon la première fois, je suis allé à un Mandarake, et à côté de l'artbook de Bioman, il y avait l'artbook de France 5. Pour moi, là, c'était fini. Je suis fait, écoutez, voilà, c'est bon. France 5, c'est quand même la preuve que dans ce métier, tout est possible. Et il n'y a pas beaucoup d'expériences qui vous suivent et vous accompagnent et vous motivent comme ça après plusieurs années. Et rien que pour ça, je suis content de l'avoir eu. Là, ce qu'on voit sur France 5, c'est ce qui émane du groupe. C'est quelque part, c'est même la philosophie globale de tout le groupe. On ressent vraiment la façon dont on ressentait les choses à l'époque. Qu'est-ce que ça a été important pour nous?